Bienvenue dans le début chaotique, boueux et légèrement odorant du Moyen-Âge. Dans cette vidéo, on vous raconte l'effondrement spectaculaire de l'Empire romain d'Occident, alias le moment où l'Europe a appuyé sur le bouton « Reset » sans lire le manuel. Avant de plonger dans les combats d'épée, les épidémies, les papes et les paysans, pensez à vous abonner et laisser un commentaire pour nous dire où et quand vous regardez. Dans un café cosy à 15 h, sous votre couette à minuit, peu importe, préparez-vous pour des montagnes russes historiques. Spoiler, il y aura beaucoup de boue, des moines mystérieux et des casques pointus. En route vers un monde sans Wi-Fi, mais plein de seigneurs féodaux. Prêt? C'est parti! L'Empire romain d'Occident s'est finalement effondré en 476 après J-C. Et non, ce n'était pas une grande bataille héroïque, ni un discours émouvant façon cinéma. C'était plutôt comme si quelqu'un avait éteint les lumières discrètement et filé par la porte de derrière. Rome, autrefois superpuissance fière avec ses routes bien droites et ses visages encore plus droits, a craqué sous le poids des mauvais empereurs, des armées paresseuses et de trop nombreux invités envahissants. Une fois Romulus Augustulus, paix à son nom, envoyé à la retraite, l'Europe s'est retrouvée sans chef, un peu perdue et franchement cracra. Sans l'aspirateur romain pour tout garder propre, les routes se sont effondrées, le commerce s'est arrêté, les bandits se sont amusés et les gens ont commencé à construire des forts en bois bizarres à la place de splendides cités en pierre. Bienvenue dans le premier pas sombre, mais étrangement amusant, vers le Moyen-Âge. Avec Rome hors jeu, l'Europe est devenue le projet de groupe le plus bizarre du monde. Pas de chef, pas de plan, et beaucoup trop de gens essayant de prendre le contrôle. C'est là qu'arrivent les tribus germaniques, Wisigoths, Ostrogoths, Vandales, Francs, Lombardes, et quelques autres au nom digne d'un groupe de métal. Chaque tribu a vu un morceau de gâteau en miettes et s'est dit « Hop, c'est à moi maintenant !» Les Wisigoths ont pris l'Espagne, les Vandales ont raflé l'Afrique du Nord, et le mot « vandalisme » n'a plus jamais été le même, et les Francs se sont installés tranquillement en France. Pendant ce temps, les locaux essayaient juste de savoir à qui ils devaient maintenant payer des impôts, si quelqu'un. L'Europe ressemblait de plus en plus à une colocation désorganisée. Trop de tribus, pas assez de meubles, et personne pour faire le ménage. Après la chute de Rome, l'Europe n'a pas connu de transition paisible. Non. C'était plutôt comme retirer la mauvaise pièce de Jenga et faire tomber toute la tour. Sans gouvernement central, tout est devenu une version médiévale de chacun pour soi. Des seigneurs locaux ont surgi comme des champignons après la pluie, chacun proclamant « C'est moi le chef ici », souvent en brandissant une épée d'un air très théâtral. Chaque ville avait ses propres règles, sa monnaie, et parfois même son propre roi, généralement un type avec une belle barbe et 5 cousins dans la milice. La communication? Oubliez. À 30 km, on parlait un dialecte inconnu et on risquait de se faire lancer une poule pour avoir regardé de travers. C'était le chaos. Un chaos romantique peut-être, mais du chaos quand même. Du chaos ont émergé de nouveaux royaumes, un peu comme des start-up médiévales. Les Francs ont installé leur QG dans la France actuelle, mené par un gars nommé Clovis. Pense à lui comme à un entrepreneur audacieux du Moyen-Âge, mais avec plus de codes de mailles et moins de tableaux Excel. Pendant ce temps, les Wisigoths se sont installés confortablement en Espagne, les Ostrogoths se sont posés en Italie, et les Anglo-Saxons ont pris possession de la pluvieuse Bretagne. Chaque groupe s'empressait de marquer son territoire, rédiger des lois, collecter des impôts, parfois sous forme de chèvres, et organiser un petit festin de temps en temps pour montrer sa puissance. C'était les débuts de ce qui allait devenir les grandes puissances européennes. Bien sûr, personne ne s'en doutait à l'époque. Ils étaient trop occupés à se chamailler pour des frontières, du bétail et la barbe la plus royale. Tandis que les rois se disputaient des terres et des chèvres, un autre pouvoir montait discrètement en puissance, sans épée, mais avec une influence considérable, l'Église catholique. Alors que l'Empire romain s'estompait, l'Église s'est imposée comme ce prof remplaçant qui devient soudain proviseur. Grâce à son réseau d'évêques, de moines et de prêtres, l'Église est devenue le liant qui maintenait à peu près l'Europe chaotique ensemble. Les gens se tournaient vers elle non seulement pour le salut, mais aussi pour des conseils,
la justice, les prévisions météo, et parfois un petit miracle. Et contrairement aux seigneurs locaux, les prêtres savaient le lire. Rien que ça leur donnait un statut quasi magique. Petit à petit, l'Église a bâti sa base de pouvoir, brique par brique, champ par champ, jusqu'à ce que même les rois demandent « j'ai besoin de la bénédiction du pape pour cette guerre ?» Dans un monde où les seigneurs se disputaient et les bandits rôdaient, il existait un lieu où régnait le silence, où les livres étaient des trésors, et où le bruit le plus fort était un moine qui éternue. Bienvenue dans le monastère médiéval, forteresse de savoir au cœur du chaos. Tandis que tout le monde se battait pour des chèvres, les moines recopiaient tranquillement des manuscrits à la lueur des bougies, préservant des textes anciens que plus personne ne savait lire. Ils se levaient à l'aube, priaient, jardinaient, écrivaient, et ont probablement inventé la tisane avant qu'elle ne devienne tendance. Ces monastères étaient les bibliothèques, écoles et Google Drive du Moyen-Âge. Sans eux, la moitié des connaissances antiques seraient perdues ou brûlées par quelqu'un de gelé et illettré. Alors, la prochaine fois que tu bois du thé en lisant un livre d'histoire, lève ta tasse à la santé des moines. Voici Charlemagne, un nom qui sonne comme un parfum de luxe, mais qui régnait comme un rouleau compresseur en côte de maille. Couronné empereur en l'an 800, il ne voulait pas juste être roi des Francs. Il voulait le pack complet « Réparons l'Europe ». Charlemagne a construit des écoles, réformé les lois et même tenté d'uniformiser l'écriture. Oui, vous avez bien entendu, ce gars se souciait des polices d'écriture avant que ce ne soit tendance. Sous son règne, l'Empire carolingien fut l'un des rares points lumineux du sombre Moyen-Âge. On l'appelait le père de l'Europe, même s'il avait probablement assez d'enfants pour monter une équipe de foot. Avec de la cervelle, des muscles et une barbe capable de fendre un fleuve, Charlemagne a offert à l'Europe un redémarrage bien nécessaire. Jusqu'à ce que tout s'écroule de nouveau, bien sûr. Mais bon, c'était une belle tentative. Imaginez ceci, vous êtes un roi médiéval. Vous avez une couronne brillante, une épée étrangement pointue et un royaume rempli de champs boueux. Mais comment convaincre les gens de vous obéir? Facile. Vous dites « Dieu m'a choisi ». Boum, le droit divin des rois. L'idée était simple et très pratique. Les rois étaient choisis par Dieu, donc leur désobéir n'était pas juste impoli, c'était de l'hérésie. Ce tampon sacré rendait les souverains intouchables, même lorsqu'ils prenaient des décisions comme interdire les chèvres dansantes ou taxer les sourcils. Évidemment, l'Église adorait ça aussi. Plus un roi paraissait divin, plus le pape se sentait puissant. C'était un mariage fait au paradis, littéralement. Jusqu'à ce que roi et pape commencent à se chamailler comme des frères pour savoir qui aurait la plus grosse part du gâteau divin. Alors comment diriger un royaume quand les routes sont en ruine, que le service postal se résume à un gars avec un âne et que ton armée se dispute au sujet de la soupe? Facile, tu inventes le féodalisme. Les rois distribuaient des terres comme des petits cadeaux en disant « Tiens, prends ce marécage, jure-moi fidélité et envoie-moi des soldats. » Ainsi commença le grand programme médiéval d'échange de terres contre loyauté. Les seigneurs devinrent des mini-rois de leur domaine et la pyramide du pouvoir naquit. Rois en haut, nobles en dessous, chevaliers encore plus bas et paysans tout en bas, portant tout le monde et parfois du fumier. Le féodalisme n'était ni efficace, ni équitable, ni propre, mais au moins, ça gardait un semblant de stabilité, jusqu'à ce que tout le monde recommence à se battre pour savoir qui avait le plus gros château. Juste au moment où l'Europe pensait que ça ne pouvait pas être pire, bam, les Vikings. Ce n'étaient pas des touristes ordinaires, pas d'appareils photo, pas de cartes postales, juste des haches, des dracars et une tendance à arriver sans y être invité. À partir de la fin du 8e siècle, ces Scandinaves experts en mer sont devenus le cauchemar de tous les villages côtiers. Un instant, vous trayez une chèvre, et l'instant d'après, surprise, votre monastère est en feu. Les Vikings pillaient, brûlaient, et parfois s'installaient quand ils étaient de fatigués ou gelés. Leurs navires étaient si rapides et silencieux que quand vous les entendiez, il était déjà trop tard. Les rois construisaient des tours de guet, les villes des murailles, et les paysans des excuses pour dormir avec leurs bottes. L'âge des Vikings était bruyant, brutal,
et clairement non sponsorisé par une agence de voyage. Quand Rome est tombée, les rues, les villes, les canalisations et, tragiquement, les bains publics ont suivi. À leur place, ce sont des champs de blé et de choux qui ont pris le relais. Bienvenue dans le reboot agricole de l'Europe. Sans empire central pour tout organiser, les gens se sont tournés vers la seule chose qui ne s'était pas effondrée, la terre. Des villages ont jailli là où se dressaient autrefois des cités, et survivre consistait à se lever avec le coq, labourer avec des bœufs et prier pour que la pluie n'arrive pas en pleine récolte. Les aqueducs romains en pierre furent remplacés par des seaux en bois, et les vastes bibliothèques firent place à des granges habitées par des chèvres. Ce n'était pas glamour, mais au moins tout le monde est devenu un pro du navet. La gloire du latin s'estompa dans des dialectes locaux, et, doucement, un nouveau rythme de vie s'est installé. Produire, stocker, manger, recommencer. Pendant que les rois s'affrontaient à l'épée et que les Vikings mettèrent le feu à des bateaux, quelqu'un d'autre grimpait tranquillement les échelons du pouvoir. Le pape. Oui, l'homme au chapeau pointu a commencé comme humble guide spirituel, mais il s'est rapidement retrouvé à jouer le rôle de PDG de l'Europe médiévale, sans les réunions Zoom. Alors que le chaos politique faisait rage, les gens se tournaient vers le pape pour obtenir de l'ordre, de la sagesse et parfois des conseils météo. Et puisqu'il parlait au nom de Dieu, officiellement, même les rois réfléchissaient à 2 fois avant de l'ignorer. Au fil du temps, le pouvoir du pape devint si grand que certains le surnommèrent le véritable empereur, avec des robes nettement plus sacrées. Ainsi commença une longue époque où religion et politique dansaient une valse aussi maladroite que puissante à travers le continent. Si la société médiévale avait eu Instagram, les châteaux auraient envahi ton fil d'actualité. Ces énormes forteresses en pierre n'étaient pas seulement des habitations, c'était l'équivalent médiéval d'un conte vérifié, construit sur des collines, des falaises ou n'importe quel endroit criant « Regarde comme je suis important ». Les châteaux servaient de bases militaires, de centres administratifs et de boosts d'ego géants. À l'intérieur, des salles froides, des couloirs qui résonnent et assez d'armures pour lancer une marque appelée « maille chic ». Dehors, des douves, des ponts-levis et des gardes composés à 50% de muscles et 50% d'ennui. Mais un château n'était pas qu'une forteresse. C'était un symbole. Si tu y vivais, tu étais clairement quelqu'un. Si tu le regardais depuis le champ en bas, eh bien, retourne labourer. Si les paysans avaient des ampoules, les nobles avaient des banquets. La vie d'un aristocrate médiéval était un délicieux cocktail de festin, de chasse, de potins et de complots, avec une bonne dose de sanglier rôti. Leur agenda était chargé, aujourd'hui un mariage, demain une partie de fauconnerie, et la semaine prochaine, un mariage arrangé doublé d'un accord foncier. Les châteaux résonnaient de musique, de tintements de coupes et de disputes occasionnelles sur la taille des domaines. La politique se faisait souvent à table, entre 2 gorgées de vin et une bouchée de faisan. Derrière les velours et les bijoux se jouait un éternel qui épousera mieux pour grimper plus vite. Car dans le monde noble, l'amour était un bonus, les alliances une priorité. Ah, le chevalier, à moitié guerrier, à moitié icône de mode. Harnaché de la tête aux pieds dans une armure brillante, entraîné à se battre, à servir et parfois à réciter de la poésie, mal, les chevaliers étaient dans les rockstars du Moyen-Âge, avec un peu plus de rouille. Devenir chevalier n'était pas facile. Il fallait d'abord être page, puis écuyer, et après des années à polir l'épée des autres, on obtenait enfin la sienne. Leur code de chevalerie exigeait du courage, de la loyauté et une moustache héroïque, facultative mais recommandée. Les chevaliers combattaient, participaient à des tournois et prêtaient allégeance à leur seigneur, sauf s'ils étaient distraits par une noble demoiselle ou un cochon rôti. Ils étaient courageux, audacieux et parfois trop lourds pour remonter seul à cheval. Être un paysan médiéval, c'était comme jouer à la vie en mode difficile, sans point de sauvegarde. Du lever au coucher du soleil, les paysans et serfs travaillaient la terre, planter, récolter, nourrir les animaux, et trouver malgré tout l'énergie pour payer des impôts. Beaucoup d'impôts. Il y avait la taxe sur les céréales,
la taxe sur les cochons, la taxe pour utiliser le four du seigneur, et peut-être même une taxe pour respirer près du château. Contrairement aux nobles, les paysans ne faisaient pas de festin. Ils se bloquaient le dos, leur maison était petite, leur lit fait de paille, et les vacances, un mythe. Mais malgré la fatigue et la boue, les paysans faisaient tourner la société. Sans eux, personne ne mangeait, pas même le roi. Alors, la prochaine fois que vous croquez dans du pain, levez une chope imaginaire à ceux qui l'ont gagné dans la boue. Dans les villages médiévaux, la vie suivait le rythme des saisons, et parfois celui de superstitions étranges. Le printemps signifiait semer, l'été transpirer, l'automne récolter, et l'hiver prier pour que les provisions suffisent. Mais ce n'était pas que de la boue et des navets. Les villageois savaient faire la fête. Il y avait des fêtes pour les semailles, pour les récoltes, pour les saints, et parfois juste parce que quelqu'un avait fait un joli rêve. Les gens portaient des couronnes de fleurs, dansaient autour de mâts et accusaient parfois les chèvres du mauvais temps. Les superstitions étaient partout. Éternuer 2 fois près d'un puits pouvait maudire ta récolte, et faire tomber une cuillère annonçait un mariage ou un décès. Ce n'était pas très clair. Entre le travail et les présages bizarres, la vie au village n'était jamais ennuyeuse. Dans le monde féodal, les rôles des femmes étaient souvent perçus comme discrets et obéissants. Mais la réalité avait plus de couches qu'une soupe à l'oignon de chevalier. Les dames nobles géraient les domaines pendant que leurs maris jouaient à la guerre. Les paysannes tenaient en la maison et les champs, et certaines veuves devenaient d'étonnantes propriétaires terriennes. Bien que la société attendait d'elles qu'elles cousent, sourient et se taisent, beaucoup tiraient discrètement les ficelles en coulisses. Un mot murmuré au bon prêtre, un mariage bien arrangé, ou simplement survivre à 6 accouchements, leur offrait plus d'influence que la plupart des seigneurs ne voulaient bien l'admettre. Oui, il y avait des restrictions, mais aussi de la résilience. En bref, toutes les femmes médiévales n'attendaient pas dans des tours. Certaines dirigeaient le château, depuis l'ombre. Au Moyen-Âge, le mariage avait moins à voir avec l'amour et plus avec la terre. Les familles nobles traitaient les mariages comme des parties d'échecs, déplaçant filles et dos pour obtenir du pouvoir, des terres ou même des traités de paix. Une mariée pouvait apporter un château, un troupeau de vaches ou une oie étrangement précieuse à l'union. Les parents négociaient les alliances autour d'un verre de vin, tandis que les futurs mariés échangeaient des regards gênés à travers la salle. Parfois, les époux ne se rencontraient que le jour du mariage. Surprise! Et n'oublions pas la danse de la dot. Trop petite, votre fille finissait au couvent. Trop grande, et votre gendre risquait de devenir ambitieux. Le mariage était une affaire sérieuse, mais parfois, juste parfois, l'amour s'invitait après la paperasse. Au Moyen-Âge, l'enfance ressemblait davantage à un sprint vers l'âge adulte. Si tu avais la chance d'être un enfant noble, tu étais envoyé à 7 ans comme page, un mélange de domestique et d'apprenti chevalier. L'éducation? Bien sûr, si on considère polir des épées et réciter du latin sous pression. Pour les enfants paysans, la vie était plus simple. Se lever, nourrir les poules, aider à labourer les champs et parfois esquiver des galettes de boue lancées par leurs frères et sœurs. L'école? Seulement si un moine avait trop de temps libre dans ton village. La plupart apprenaient l'alphabet via des fresques d'église ou en mémorisant les noms des saints, en espérant qu'un d'eux les protège des corvées. Malgré la rudesse, il y avait des rires, des jeux et une quantité surprenante de bêtises, car même au cœur du Moyen-Âge, les enfants restaient des enfants. Alors que seigneurs et dames savouraient de festins et intrigues, derrière chaque sourire noble se cachait une petite armée de personnes qui faisaient tourner le monde. La classe invisible. Serviteurs, femmes de chambre, garçons d'écurie, cuisiniers, et même celui dont le seul travail était de porter la chaise du Seigneur. Certains travaillaient dans les châteaux, balayant les sols et évitant les nobles grognons. D'autres dans les cuisines, maîtrisant l'art de cuisiner avec peu d'ingrédients et beaucoup d'attente. Il y avait des lavandières aux mains toujours fripées et des valets qui connaissaient tous les secrets sans jamais rien dire. Leurs noms n'apparaissent presque jamais dans les livres d'histoire. Mais sans eux, même le plus somptueux banquet s'effondrerait plus vite qu'une tarte détrempée. Ces rouages silencieux de la machine médiévale vivaient dans l'ombre, mais étaient essentiels.
La vie médiévale ne se résumait pas à labourer des champs et à éviter les flèches. Parfois, les gens s'amusaient vraiment. Les mariages étaient de grandes fêtes de village, avec plus de nourriture que d'habitude, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Des danses maladroites et des oncles ivres tombant dans des bottes de foin. Les funérailles, bien que solennelles, étaient aussi des événements communautaires, doublés de sessions de potins avec une touche de deuil. Mais les vraies vedettes, c'étaient eux les festivals, hauts en couleurs, chaotiques et vaguement dangereux. Imaginez un homme sur des échasses jonglant avec des oies, des enfants courant dans des sacs à patates, et un prêtre local essayant de bénir un cochon habillé en évêque. Ces événements offraient aux villageois une rare pause dans leur labeur, et à nous autres modernes, une profonde reconnaissance pour les règlements de sécurité. Dans le monde médiéval, la protection n'était pas gratuite. Elle venait avec des conditions, des taxes, et parfois une épée amicale pointée vers votre grange. Bienvenue dans le système des redevances féodales et des obligations vassaliques, où les paysans payaient pour la sécurité en remettant du grain, des poules ou cette oie bien dodue qu'ils gardaient pour une fête. Le seigneur local promettait de protéger le village contre les pillards, les dragons ou le mauvais temps. Mais aucune promesse n'était garantie ni remboursée. En échange, les villageois obtenaient un chemin boueux, une tour de guet en bois et un parchemin de loyauté scellé à la cire et à l'indifférence. Et pourtant, ça marchait. Le système continuait, surtout parce que personne ne voulait être le premier à arrêter de pousser la charrette, au sens propre comme au figuré. Dans la société féodale médiévale, la loyauté s'accompagnait de contrats verbaux, scellés par des poignées de main, des chopes de bière et parfois un petit moulinet d'épée. Seigneurs et vassaux formaient une étreinte mutuellement méfiante. Le seigneur offrait une terre, un fief, et attendait en retour loyauté, impôts et soldats. Le vassal, lui, espérait ne pas être abandonné sur le champ de bataille ou recevoir des frais surprises pendant les récoltes. Cette danse délicate s'appelait la féauté, mais elle ressemblait souvent à deux acteurs jouant des pièces différentes. Les serments de loyauté étaient pris très au sérieux. Rompre un serment pouvait faire de vous un traître, ou pire, vous faire ignorer au banquet. Et pourtant, le système tenait plus ou moins, jusqu'à ce que quelqu'un oublie d'apporter la bière. Et là, tout devenait politique. Car au fond, rien ne dit fidélité éternelle, comme une ferme de moutons et des menaces vagues d'un gars avec un chapeau à plumes. Au cœur de chaque ville médiévale se trouvait l'église, parfois plus haute que l'ego de n'importe quel seigneur. Avec ses tours élancées, ses vitraux colorés et ses cloches capables de réveiller le paysan le plus paresseux, l'église était bien plus qu'un lieu de prière. C'était le QG spirituel de la communauté, son centre d'information politique et sa machine à rumeurs officieuses. Envie de savoir qui épouse qui ou qui doit des impôts. Il suffisait de traîner près du confessionnal. Le prêtre local était à la fois guide moral et roi discret du commérage. Quant à la grandeur de l'église elle-même, un rappel pas si subtil que si les rois régnaient sur terre, Dieu et ses architectes régnaient sur les cieux. Que vous soyez un croyant fervent ou simplement là pour le pain gratuit après la messe, l'église dominait, physiquement et métaphoriquement. Si l'église était une entreprise, le pape en serait le PDG, avec un trône doré plutôt qu'un fauteuil pivotant. En dessous de lui, des couches de gestion spirituelle, cardinaux, archevêques, évêques et prêtres, chacun avec un titre prestigieux et une robe un peu moins élégante. Et à la base, le simple paroissien, qui finance toute la hiérarchie grâce à la dîme, alias l'impôt spirituel. La structure était à la fois impressionnante et déroutante, une sorte de bureaucratie céleste où les bénédictions descendaient doucement et la culpabilité remontait en flèche. Chaque niveau avait ses propres devoirs, pouvoirs et rivalités secrètes. Vous avez déjà vu un évêque lancer un regard de travers à un archevêque à propos de qui aura le plus grand autel pour la messe de Pâques? Croyez-nous, la politique ecclésiastique médiévale était plus relevée que les intrigues de cour. Et malgré les titres sacrés, chaque couche venait avec son lot de piété, de pouvoir et de casse-tête en gestion humaine. Évêques, moines et nonnes, chacun avait sa propre fiche de poste spirituelle, bien qu'aucune ne mentionnait sens de l'humour.
Les évêques portèrent des chapeaux élaborés et des bâtons dorés, agissant souvent plus comme des directeurs régionaux que comme des serviteurs humbles de Dieu. Les moines, quant à eux, étaient les bibliothécaires silencieux de la foi, copiant des manuscrits à la main et essayant de ne pas tacher les textes sacrés d'encre. Certains étaient si dévoués qu'ils ne prononçaient presque pas un mot pendant des années. Et puis il y avait les nonnes, fermes, disciplinées, et souvent les seuls capables de faire tourner tout un couvent tout en éduquant les enfants et en nourrissant les pauvres. Bien que ces rôles soient nobles, et ils l'étaient, n'imaginons pas qu'ils étaient exempts de petits drames internes, qui chantaient faux pendant les prières du matin, qui empruntaient un parchemin sans demander, ou qui chippaient un œuf dur en trop au dîner. Même en robe sacrée, les travers humains restaient bien vivants. Le monastère bénédictin n'était pas seulement un refuge spirituel, c'était l'Ivy League du monde médiéval. Fondés par saint Benoît, ces monastères abritaient des moines aussi dévoués au livre qu'à Dieu. Tandis que le monde extérieur agitait des épées, les bénédictins maniaient la plume. Ils copièrent des manuscrits avec minutie, passant parfois des semaines sur une seule page, en jurant doucement si une goutte d'encre tombait au mauvais endroit. Leurs bibliothèques étaient des trésors de savoir classique, nichés entre chants sacrés et prières du repas. L'éducation y signifiait grammaire latine, chant grégorien et beaucoup d'immobilité, un défi pour les novices, souvent ponctué de quelques tapes derrière la tête. Malgré le silence, le drame existait. Vol de plumes, débat sur la ponctuation et accusations de ronflement pendant la prière. Pourtant, les bénédictins ont préservé une richesse de savoir qui allait nourrir la Renaissance, même s'ils n'ont jamais été crédités sur les couvertures des livres. À l'époque de la foi, les tribunaux de l'Inquisition étaient la version médiévale du drame judiciaire, sans avocat, sans équité et sans aucun espoir d'appel. Accusé d'hérésie, félicitations. C'est sûrement parce que votre voisin n'a pas aimé votre ragoût et en a parlé à l'évêque. Les procès pouvaient commencer par un chuchotement et se terminer par un bûcher. Les inquisiteurs, souvent des hommes en robe, aux yeux fatigués et à l'humour inexistant, interrogeaient avec une dose égale d'écriture et de suspicion. Les confessions étaient encouragées, parfois avec des outils persuasifs comme le chevalet, les broyeurs de pouces, ou simplement la menace de la damnation éternelle. Les accusés étaient souvent confus, terrifiés, ou un peu trop sarcastiques, ce qui n'aidait pas. Le public, un mélange de villageois mangeant des navets et murmurant des prières, incertains d'être les prochains. Bien que l'Église prétendait sauver des âmes, le tout ressemblait fort à un théâtre d'horreur médiéval. Le vrai miracle, certains s'en sortaient avec rien de plus qu'une tête rasée et un rouleau d'excuses embarrassant. À la fin du Moyen Âge, l'Europe s'est lancée dans une chasse aux sorcières massive, au sens propre. Du jour au lendemain, les villageois suspectaient toute personne possédant un chat noir, préparant une infusion ou semblant trop sûre d'elle sous la pleine lune. Les accusations de sorcellerie se sont propagées comme un feu de forêt, alimentées par la peur, la superstition et peut-être un soupçon de jalousie de voisinage. Les procès ne reposaient pas sur des preuves, mais sur des tests bizarres, comme être jeté dans un lac pour voir si l'on flottait. Preuve de culpabilité apparemment. Un simple éternuement au mauvais moment pouvait suffire à mettre quelqu'un en difficulté. Ironiquement, beaucoup de sorcières accusées étaient des vieilles femmes maîtrisant trop bien les plantes. L'Église s'impliquait souvent, voyant là une croisade morale, mais tout est vite devenu un théâtre communautaire absurde. Des bûchers s'allumaient, des foules se rassemblaient, et entre les torches et les fourches, la frontière entre justice et panique disparaissait. La seule vraie magie, que ces événements soient devenus l'une des blagues les plus sombres de l'histoire. Les croisades. Rien ne dit paix et amour comme traverser la moitié du monde pour combattre des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Dès le XIe siècle, des milliers d'Européens, motivés par des sermons enflammés et la promesse du salut éternel, et peut-être de quelques terres et trésors, marchèrent vers la Terre Sainte. Ce qui commença comme une mission sacrée devint vite un mélange chaotique de malentendus, de coups de soleil et de chocs culturels. Des chevaliers en armure traversaient des déserts inconnus, se disputant parfois le dernier morceau de pain rassis. Certains ne dépassaient même pas la Méditerranée.
Et alors que beaucoup espéraient des victoires rapides, ils rencontrèrent souvent une résistance farouche et des indications douteuses. Résultat, une longue série de guerres laissant derrière elles un héritage complexe de politique, de commerce et de traumatisme. Mais au moins, quelqu'un a rapporté des épices et de nouvelles recettes de ragoût. Car quand on mélange religion et épée, l'histoire s'en souvient avec gêne. Dans l'Europe médiévale, la Bible n'était pas seulement un texte religieux, c'était le best-seller absolu, dommage qu'elle n'était disponible qu'en latin, une langue que 99% de la population ne pouvait pas lire. Pour les gens du peuple, les Écritures ne ressemblaient davantage à un livre de sorts mystérieux, gardé par des prêtres qui les traduisaient en sermons effrayants ou en vitraux dramatiques. Pendant ce temps, les nobles et le clergé utilisaient la Bible non seulement pour la guidance spirituelle, mais aussi pour justifier à peu près tout, de la guerre aux impôts, en passant par l'interdiction de manger du bacon un mardi. Elle influençait tout, des contes pour enfants aux politiques royales. Vous vouliez défier l'autorité? Désolé, la Bible dit non, quelque part probablement. Les gens ne la lisaient pas vraiment. On leur disait ce qu'elle disait, souvent avec un doigt pointé de manière théâtrale. Dans un monde où savoir lire était plus rare qu'un bain, l'influence de la Bible était absolue, même mal comprise. Et soyons honnêtes, rien ne dit sagesse divine comme « tu dois m'écouter, car je lis le latin ». Dans la vie catholique médiévale, les rituels n'étaient pas facultatifs. C'était l'équivalent spirituel de l'hygiène quotidienne, même si, tristement, on les prenait plus au sérieux que la vraie hygiène. De la naissance à la mort, chacun passait par une chaîne de montage de cérémonies sacrées. Baptême, c'est fait. Confession, une dose hebdomadaire de culpabilité. Communion, une mystérieuse combinaison de pain et de vin servis avec des regards solennels. Et n'oublions pas les derniers sacrements, qui arrivaient parfois plus tôt que prévu si le prêtre marchait trop vite. Ces rituels servaient de point de contrôle sur l'autoroute céleste, avec les prêtres jouant le rôle d'agents des douanes divines, tampon ici, aspersion là, quelques mots en latin. La plupart des paysans ne comprenaient pas les mots, mais bon, tant que tu étais aspergé d'eau et que tu ne toussais pas pendant la bénédiction, ça allait. Ces cérémonies ajoutaient une structure à des vies autrement chaotiques, froides et dépendantes des récoltes. En résumé, les rituels médiévaux étaient là comme des manuels d'utilisateurs spirituels, juste écrits dans une langue incompréhensible, avec des instructions impossibles à remettre en question. Dans l'Europe médiévale, quand le pape éternuait à Rome, un roi en France attrapait un rhume. C'est dire à quel point l'équilibre du pouvoir était fragile. Les papes revendiquaient une autorité divine sur les souverains terrestres, tandis que les rois insistaient sur le fait que leur couronne brillait trop pour être dérangée par le sacré. Le résultat? Une série de disputes dramatiques et pleines d'ego, dignes des meilleurs soap-opéras modernes. Un jour, ils échangeaient des lettres remplies de menaces saintes et de passif-agressivité. Le lendemain, les excommunications pleuvaient comme des emails médiévaux. Certains rois tentèrent de nommer leurs propres évêques, ce qui faisait hurler les papes. C'est mon boulot. Mais en latin et avec plus d'encens. Pendant ce temps, les paysans observaient, perplexes. Attendez, on est en guerre contre le pape maintenant, ou juste un peu fâchés. Ce tir à la corde entre église et couronne allait façonner des siècles de politique, avec des départs dramatiques, des pauses papales, et même un empereur debout pieds nus dans la neige pendant 3 jours pour demander pardon. Oui, même les monarques faisaient de la queue pour être pardonnés. La politique divine, version médiévale. Quand les mots manquaient, les gens du Moyen-Âge se tournaient vers les pinceaux, le ciseau et les chants. La foi n'était pas seulement prêchée, elle était peinte, sculptée et chantée. Les églises devinrent des musées d'art avant même que les musées n'existent. Des fresques ornèrent les murs, représentant des saints aux auréoles parfaites et aux mâchoires étonnamment modernes. Les sculpteurs se lâchaient, des gargouilles tiraient la langue aux pêcheurs, tandis que les anges prenaient la pose avec plus d'allure que la plupart des nobles. À l'intérieur, les vitraux transformaient la lumière du soleil en véritable spot de disco sacré. Et comme si ce n'était pas assez, il y avait la musique. Les chants grégoriens résonnaient dans les nefs de pierre, les moines harmonisant si bien que même les oiseaux s'arrêtaient là pour écouter.
L'art n'était pas qu'une décoration, c'était un message divin. Chaque coup de pinceau criait « Croyez plus fort !» Pourtant, tout le monde ne l'appréciait pas de la même façon. Les paysans regardèrent les fresques pendant la messe, surtout parce que cela valait mieux que de regarder la barbe du prêtre. Mais avec toute sa grandeur, l'art sacré apportait de la couleur à un monde gris et boueux, et aidait les gens à rêver quelque chose de plus élevé, de préférence avec des bordures dorées et des chérubins flottants. À l'époque médiévale, la terre était le prix ultime. Seigneurs, ducs et barons en voulaient toujours plus. Plus de champs, plus de rivières, plus de moutons pour se disputer. C'est ainsi qu'ont commencé les guerres féodales sans fin. Un seigneur pouvait se réveiller, siroter son hydromel et déclarer « Cette colline-là, elle est à moi maintenant ». Et tout le monde partait en guerre. Ce n'étaient pas des batailles grandioses et nobles, mais des escarmouches chaotiques où la moitié de l'armée ne venait pas parce qu'il pleuvait. Les chevaliers teintaient dans leurs armures, les écuyers perdaient des chevaux, et les paysans étaient enrôlés avec des fourches et une humeur lamentable. Les châteaux changèrent de main plus vite qu'une rumeur en taverne. Les alliances se nouaient et se dénouaient plus vite qu'un moine, lançant un « Amen ». Et pendant ce temps, le peuple voulait juste récolter son blé sans se faire écraser. Ces conflits pour la terre ont façonné des frontières et des rivalités pendant des siècles. Mais ce n'était pas glorieux. Imaginez des nobles se chamaillant comme des gamins pour un côté du fossé. Spoiler, personne ne gagne quand on vole ton cochon préféré lors d'un raid. Construire une armée médiévale relevait moins de la stratégie que du recrutement créatif. Les seigneurs avaient besoin de soldats. Alors ils appelaient leurs paysans, criaient sur la place du marché ou promettaient un vague honneur et gloire. Ce qui voulait dire généralement de la boue et un mal de dos. Les recrues venaient de tous horizons. Fermiers armés de fourches, forgerons avec de gigantesques marteaux et un type qui pensait que crier très fort était une arme. L'entraînement? Plutôt un camp chaotique. Les sergents hurlaient, les archers rataient complètement les cibles et les chevaliers montaient leurs chevaux avec toute la grâce d'un sac de pommes de terre. Les épées en bois se brisaient en plein coup et les essayages d'armure donnaient plus de bleu que de protection. Et pourtant, après des semaines de cris, de sueur et de coups accidentels, ils ressemblaient à une armée acceptable, de loin. Le vrai miracle, ce n'était pas l'entraînement, mais que certains reviennent pour une deuxième campagne. Les armes médiévales étaient aussi inventives qu'effrayantes. Il y avait des arcs pour la distance, des épées pour l'honneur, des haches pour intimider et des arbalètes pour ceux qui n'avaient pas le temps de viser. Mais les véritables stars étaient les engins de siège. Entrait le trébuchet, essentiellement un énorme catapulte médiéval qui envoyait des pierres, des barils enflammés ou parfois même des carcasses de vaches pourries. On parle de guerre psychologique là. En voir un en action, c'était comme voir un lanceur de baseball géant un jour de déprime. Les soldats applaudissaient, les ingénieurs paniquaient à cause de la tension des cordes, et il y avait toujours un gars qui courait dans la mauvaise direction au moment du lancement. Sur le champ de bataille, on voyait aussi quelqu'un maniant une arme trop lourde pour lui, la brandissant avec la grâce d'une chèvre ivre. La guerre n'était pas seulement brutale, elle était parfois involontairement hilarante. Parce que quand ton espoir réside dans un engin en bois qui grince plus fort que l'ennemi, tout ce que tu peux faire, c'est prier et esquiver. Au Moyen-Âge, les châteaux ressemblaient moins à des manoirs de contes de fées qu'à des bunkers de pierre géants avec des sautes d'humeur. Ils étaient là construits non pas pour le confort, mais pour repousser les envahisseurs, et parfois pour enfermer des parents agaçants. Avec leurs murs épais, leurs fenêtres étroites, parfaites pour tirer des flèches, pas pour la lumière du soleil, et leurs douves remplies de liquides douteux, les châteaux étaient les couteaux suisses de la défense. À l'intérieur, on trouvait des escaliers en colimaçon conçus pour dérouter les attaquants droitiers et des ponts-levis qui grinçaient dramatiquement. Car rien n'intimide plus qu'une entrée grinçante. Les seigneurs exhibaient fièrement leur tour tout en ignorant le courant d'air glacial et l'absence de plomberie. Défendre un château, c'était une question de patience, de planification et d'espoir que l'ennemi ne vienne pas avec une plus grande catapulte. Malgré tout, les châteaux étaient aussi des lieux sociaux, pleins de ragots, de banquets et parfois de chauves-souris dans le garde-manger. Bref, si tu n'étais pas en guerre,
tu attendais probablement qu'elle commence. Les sièges au Moyen Âge, c'était essentiellement un jeu d'attente très lent et très inconfortable, saupoudré de rochers volants et de tonneaux enflammés. Les armées campaient devant les murs du château pendant des semaines ou des mois, en espérant que ceux à l'intérieur manqueraient de nourriture ou de patience. On creusait des tunnels, construisait des échelles et poussait des tours de siège en bois qui, la moitié du temps, prenaient feu avant même d'atteindre les murs. Les défenseurs, de leur côté, versaient de l'huile bouillante, lançaient des pierres et, pour les grandes occasions, catapultaient des carcasses de vaches. Un soldat malchanceux a même été frappé par un fromage volant. Véridique. Le moral était mis à rude épreuve chaque jour. Les soldats s'ennuyaient, les archers manquaient de flèches, et tout le monde sentait la chaussette oubliée dans un marécage. À la fin, soit les portes cédaient, soit quelqu'un était soudoyé, soit tout le monde décidait qu'il pleuvait trop pour se battre. Les sièges médiévaux, moins de gloire, plus de pieds trempés. La guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France a été, ironiquement, plus de 100 ans de drame on-off. Tout a commencé par une querelle familiale royale, essentiellement, qui portait le chapeau le plus chic, et s'est transformée en séparation continentale. Les rois changeaient, les alliances tournaient comme des crêpes, et les paysans étaient enrôlés, avec des chaussures ou non. Des noms célèbres comme Jeanne d'Arc sont apparus, brandissant inspiration et épée. Les batailles étaient soit légendaires, Azincourt, soit du style « Attends, pourquoi se battait-on déjà ?» Les armées marchaient, reculaient, campaient, et parfois oubliaient même quel camp elles soutenaient. Au final, les deux royaumes étaient épuisés, ruinés et encore en train de débattre de qui avait réellement gagné. Si l'Europe médiévale avait eu des réseaux sociaux, cette guerre aurait été le fil de discussion le plus long et le plus chaotique imaginable. La bataille d'Hastings en 1066 n'était pas seulement un affrontement d'épées, c'était un véritable rebondissement historique. D'un côté, Harold Godwinson, couronné roi d'Angleterre et tout juste sorti d'une autre bataille. De l'autre, Guillaume, duc de Normandie, avec une revendication musclée au trône et un bateau rempli de Normands en colère. Le champ de bataille est devenu une pagaille médiévale. Des archers décochant leurs flèches, de l'infanterie se bousculant comme dans un match de rugby, et de la cavalerie chargeant dramatiquement à travers des nuages de poussière. L'armée d'Harold tenait bon jusqu'à ce qu'une flèche légendaire, paraît-il, atteigne son œil. Gasp! Guillaume a gagné, est devenu roi et a apporté une toute nouvelle culture et un meilleur fromage en Angleterre. Si c'était un épisode de série télé, il se terminerait sur un cliffhanger avec un narrateur dramatique disant « Tout a changé après Hastings ». Dans la guerre médiévale, la cavalerie était la vedette tape à l'œil, chargeant à la lance, piétinant tout sur son passage et avec un look absolument fabuleux. Les chevaliers en armure brillante galopaient à travers le champ de bataille comme des ponts blindés, au nom de l'honneur ou au moins pour la solde. Mais tous les guerriers n'étaient pas nobles. Entraient en scène les mercenaires. Ces combattants indépendants ne se souciaient guère de la gloire. Ils voulaient de l'or, de la nourriture et, si possible, une bonne paire de bottes. Des arbalétriers alloués aux piquiers rebelles changeant de camp en plein combat, les mercenaires étaient les travailleurs à la tâche médiévaux, sans appli mobile. Les seigneurs les engageaient quand les choses devenaient sérieuses ou quand leurs neveux échouaient à l'entraînement à l'épée. Bravoure, brutalité et quelques plaintes sur la soupe. Ensemble, cavalerie et mercenaires transformaient chaque bataille en un grand bazar dramatique, chaotique et parfois franchement hilarant. Pour les gens du peuple dans les zones de guerre médiévale, la vie était essentiellement un jeu de survie sans fin, sans bouton pause. Un jour, tu fais du pain, le lendemain, ta boulangerie est une tour de guet. Les familles avaient des plans d'évasion comme des écureuils, se réfugiant dans les caves ou les meules de foin au moindre son de bottes. Les poules s'enfuyaient plus vite que les cavaliers. Les enfants apprenaient à distinguer tôt la trompette amie de l'invasion à venir. Les tâches quotidiennes comprenaient traire la vache, réparer le toit et surveiller les signaux de fumée du village voisin. Quand les soldats passaient, tu offrais de la nourriture, tu souriais nerveusement et tu espérais qu'ils laisseraient ta chèvre tranquille. C'était un mélange chaotique de peur,
d'humour noir et d'improvisation. Les paysans devenaient experts pour esquiver les flèches et tenir des conversations gênantes avec des étrangers armés. Lorsque les batailles prenaient leur fin, si elles prenaient vraiment fin un jour, ce qui restait était un chaos que seule Mère Nature et quelques paysans très perplexes pouvaient essayer de réparer. Les champs étaient brûlés, le bétail disparu, ou mystérieusement réapparu dans d'autres villages, et quiconque éternuait devenait suspect de peste. Les puits étaient soit empoisonnés, soit transformés en spa pour grenouilles. La famine faisait rage. Les soupes contenaient de l'écorce, des vieilles bottes et parfois un rat malchanceux. Les guérisseurs locaux prescrivaient du vin contre la fièvre et des sangsues pour tout le reste. Les églises célébraient des messes sans interruption pour la paix, tandis que les nobles se chamaillaient pour savoir qui avait, techniquement, gagné. En vérité, personne ne gagnait vraiment. Tout le monde se contentait de regarder les ruines, hausser les épaules et recommencer à reconstruire encore en murmurant « Peut-être que cette fois, ça tiendra au moins jusqu'à la prochaine guerre. » Après des siècles de boue, de guerre et de moutons, quelque chose de remarquable s'est produit. Les gens ont commencé à se rassembler au même endroit et ont décidé de ne plus partir. Ainsi est née la ville médiévale. Ce n'était ni propre ni calme, mais ça débordait d'ambition et de puces. Les commerçants installaient leurs échoppes, les artisans martelaient sans relâche et quelqu'un criait toujours au sujet des navets. Les bâtiments en bois penchaient dangereusement. Les rues étaient si étroites que deux ânes ne pouvaient pas se croiser sans se lancer des regards gênés, et la place était une symphonie chaotique de commérages, de poules et de bardes suspectement enthousiastes. Pendant que les nobles ricanent du bruit, les paysans rêvaient d'échapper à la boue pour devenir des ramasseurs de boue un peu plus propres avec leur échoppe. C'était sale, bruyant, mais incontestablement le début d'une Europe urbaine. Au cœur de chaque ville médiévale florissante, il y avait un groupe avec lequel il ne fallait pas plaisanter. Les guildes. Ce n'étaient pas toujours des sociétés secrètes avec des poignées de main bizarres. Enfin, pas toujours. Mais plutôt des groupes organisés d'artisans et de marchands qui contrôlaient tout, de la pointure des chaussures à la qualité des saucisses. Tu veux vendre du pain? Mieux vaut rejoindre la guilde des boulangers et réussir la grande inspection de la miche. Tu veux fabriquer des tonneaux? La guilde des tonneliers exigeait 3 ans d'apprentissage et un examen impliquant d'équilibrer un tonneau sur la tête. Ces guildes fixaient les prix, formaient les apprentis et s'assuraient que personne n'osait les concurrencer. Les réunions se tenaient dans des salles éclairées à la bougie, pleines de parchemins, d'hommes en débat et d'une quantité surprenante de fromage. Bien qu'elles puissent sembler strictes, les guildes apportaient un vrai ordre dans le chaos du commerce médiéval et donnaient aux gens un vrai sentiment de fierté. Et soyons honnêtes, rien ne dit pouvoir comme un gars en tablier avec un tampon personnalisé. Les foires médiévales n'étaient pas seulement des marchés. C'était le Super Bowl, le festival de musique et le centre commercial du Moyen-Âge réunis en un seul événement. Organisées 1 ou 2 fois par an, elles transformaient des villages endormis en centres grouillants de couleurs, de chaos et de commerce. Des marchands venaient de tout le continent, traînant des chariots remplis d'épices, de laine, de tissus exotiques et de bocaux mystérieux étiquetés « ne pas sentir ». Les fermiers tentaient de vendre des pommes de terre ressemblant étrangement à des cailloux, tandis que des jongleurs faisaient tournoyer des torches enflammées à côté de stands de fromage douteux. Les enfants poursuivaient les poules dans la foule, les nobles négociaient des soies, et quelqu'un perdait toujours une botte dans la boue. Ces foires n'étaient pas seulement amusantes, elles étaient cruciales pour l'économie, reliant la vie rurale et urbaine bien mieux que n'importe quelle tendance TikTok. Et si vous aviez de la chance, vous pouviez obtenir un échantillon gratuit de hareng séché, si l'odeur ne vous dérangeait pas. Bien avant les banques modernes et les distributeurs automatiques, les Européens médiévaux devaient faire preuve de créativité avec leur argent. Les pièces étaient la monnaie préférée, mais il en existait des dizaines selon les régions, et personne n'avait jamais la monnaie exacte. Imaginez essayer d'acheter du pain avec un gros flamand dans un village français. Bonne chance. Avec l'expansion du commerce, les marchands commencèrent à utiliser des lettres de crédit et des billets à ordre, l'équivalent médiéval de « je te dois ça ».
Cela permettait d'éviter de trimballer des sacs de pièces bruyantes sur des routes infestées de bandits et de chèvres louches. Les prêteurs apparurent, assis derrière des comptoirs en bois sur les marchés, entourés d'abacs, de registres et de clients comptant nerveusement leurs pièces. Certains osaient même facturer des intérêts, horreur, ce qui faisait froncer les sourcils au clergé. C'était désordonné, imprévisible et parfois drôle. Mais ce chaos financier a posé les bases de la banque moderne et des futurs découverts. Dans l'Europe médiévale, où l'on déconseillait aux chrétiens de percevoir des intérêts, devine qui a comblé le vide financier? Les communautés juives, souvent exclues de la propriété foncière ou des métiers de guilde, sont devenues des acteurs essentiels du commerce et de la finance. Prêter de l'argent n'était pas vraiment une profession populaire. Cela comportait des risques, comme des nobles en colère qui oubliaient de rembourser. Pourtant, de nombreuses familles juives sont devenues des financiers habiles, des marchands itinérants et des courtiers de commerce à longue distance. Ils ont développé des réseaux impressionnants, maîtrisant plusieurs langues et monnaies. Mais le succès a aussi suscité du ressentiment. Chaque fois qu'un dirigeant avait besoin d'argent rapidement ou cherchait un bouc émissaire en temps de crise, les communautés juives devenaient la cible idéale. Des lois antisémites, des expulsions forcées et des violences périodiques ont jeté une sombre ombre sur leurs contributions. Malgré tout, elles ont contribué à poser les premières bases de l'économie en expansion de l'Europe, même si leur rôle a souvent été omis des livres d'histoire officiels. Parce que tu sais, pourquoi reconnaître quand on peut juste s'approprier le mérite? Avant Amazon Prime et les livraisons en 24 heures, l'Europe médiévale avait du sel, de la laine et du fer. C'était les rockstars du commerce, sans les groupies ni les effets pyrotechniques. Le sel ne servait pas seulement à assaisonner un ragoût fade. Il était essentiel pour conserver les aliments. Des villes entières prospéraient grâce à sa production, tandis que des caravanes et des bateaux transportaient cet or blanc à travers le continent. La laine, elle était la base de la richesse anglaise. Si vous étiez un mouton en Angleterre au XIVe siècle, votre vie était courte mais économiquement cruciale. Et puis il y avait le fer, utilisé pour tout, des charrues aux armes, en passant par les gonds de portes douteux. Ces biens de base étaient de la colonne vertébrale du commerce médiéval, traversant le continent en charrettes à bœufs, bateaux fluviaux et wagons de marchands bruyants. Les marchés grouillaient, les affaires se concluaient, et quelqu'un essayait toujours de faire passer des poils de chèvre pour de la laine de luxe. Ce n'était pas glamour, mais ça faisait tourner les villes, travailler les forgerons et transpirer les paysans. Oublier les diamants. Le vrai trésor arrivait dans des sacs de toile de jute et sentait un peu la ferme. Oublier les chevaliers et les nobles. Les nouveaux ascenseurs sociaux de l'Europe médiévale étaient les citadins, ou comme l'appelle l'histoire, la bourgeoisie. Ces gens n'étaient pas nés dans des châteaux, mais gagnaient des pièces plus vite que tu ne pouvais dire féodalisme. Habillés de laine correcte plutôt que de haillons, ils possédaient des boutiques, brassaient de la bière, fabriquaient des chaussures et prêtaient même de l'argent, avec des frais de dossier suspectement élevés. Ils n'étaient pas de la royauté, mais avaient quelque chose tout aussi puissant, des reçus. Leurs enfants apprenaient à lire, leurs épouses géraient des entreprises et leurs conversations à table portaient sur les impôts plutôt que sur les joutes. Pendant que les paysans trimaient et que les nobles s'affrontaient, les citadins construisaient tranquillement leur influence, pièce après pièce. Bien sûr, tout le monde n'aimait pas leur ascension. Certains nobles raillaient des marchands, mais leur commandaient secrètement des meubles. Peu à peu, ces urbains malins en affaires sont devenus la colonne vertébrale de la vie urbaine et le modèle de la classe moyenne. Ils ont prouvé qu'on n'a pas besoin d'un titre pour faire l'histoire, juste d'un bon registre et de belles chaussures. Si vous pensez que les villes médiévales n'étaient qu'un enchevêtrement de ruelles tortueuses et de puits placés au hasard, détrompez-vous. Il y avait un peu de méthode dans ce chaos. À mesure que les bourgs prospéraient, on comprit vite que mettre la boucherie à côté de la tannerie, alias usine à odeur, n'était peut-être pas la meilleure idée. Progressivement, l'urbanisme fit son entrée. Les marchés furent alors placés au centre, les rues élargies pour les chariots et les défilés dominicaux, et on essaya même des systèmes d'égouts. Les bâtiments gagnèrent des étages supplémentaires,
avec des balcons qui semblaient vouloir se serrer la main au-dessus de la rue. Les urbanistes, souvent des officiers municipaux ou des anciens des guildes, tracèrent des plans de ville plus proches d'un jeu de piste, mais efficace. Plus la cité était riche, plus son agencement était soigné. Rues pavées, fontaines et tours de guet pour impressionner et calmer les brigands. Pas encore Paris, mais pour l'époque, c'était du haut niveau. Et les habitants, ils arrêtèrent enfin de se perdre en allant chercher du pain. À mesure que les villes médiévales s'animaient, leurs règlements aussi. Tu ne pouvais plus simplement jeter ta chambre à peau par la fenêtre. Du moins pas sans crier « À table !» D'abord, les conseils municipaux ont commencé à faire respecter des lois pour maintenir la paix, ou au moins essayer. Des couvre-feux furent instaurés, les bagarres de rue interdites, sauf le jour du marché, et l'ivresse publique pouvait te valoir un bon plongeon dans la fontaine glacée du village. Les gardes patrouillaient dans des uniformes qui les faisaient ressembler à des marmites ambulantes, tandis que les crieurs publics déclamaient des décrets que personne n'écoutait vraiment. On attendait des citoyens qu'ils dénoncent les crimes, mais la plupart préféraient faire semblant de ne rien voir. Malgré le chaos, ces règles étaient les premiers pas vers l'ordre civique moderne. Et si leur application était plus enthousiaste qu'efficace, elles offraient aux habitants un semblant de structure et des sujets de grogne. Parce que quoi de plus médiéval que de râler sur les impôts, les couvre-feux et le voisin qui oublie toujours de sortir ses déchets. Alors que la majeure partie de l'Europe médiévale restait sous le joug des rois et seigneurs, quelques cités rebelles en eurent assez. C'est ainsi qu'émergèrent les cités-États indépendantes, petites républiques dirigées non pas par des couronnes, mais par des conseils de riches marchands et d'artisans imbus d'eux-mêmes avec de belles barbes. Ces cités ont expérimenté des formes embryonnaires de démocratie, votes, assemblées et débats houleux sur les places publiques. Bien sûr, le système n'était pas parfait. Les votes pouvaient s'acheter avec des tonneaux de vin, et chaque décision nécessitait 3 débats et une sortie dramatique. Mais c'était un début. Les citoyens étaient fiers de s'autogouverner, même si la plupart ne s'entendaient pas sur ce qu'il fallait faire une fois le pouvoir acquis. Pourtant, c'était un tournant audacieux. Le pouvoir ne venait plus seulement du sang ou de l'épée, mais des bourses et des plaintes collectives. Les germes de la démocratie moderne? Peut-être. Ou juste une excuse pour se disputer pour savoir qui devait réparer les nids de poules devant le marché aux poissons. Au début du Moyen-Âge, si tu voulais recevoir une éducation, tu n'allais pas dans une école avec des salles colorées et des récréations. Tu allais directement à l'église. Les premières écoles étaient nichées dans les monastères, dirigées par des moines qui prenaient l'éducation et le silence très au sérieux. Les élèves, souvent de jeunes garçons issus de familles nobles, restaient assis pendant des heures sur des bancs durs à copier des textes en latin qu'ils comprenaient à peine. Poser des questions était risqué. Frère Grégoire pouvait infliger une pénitence supplémentaire, ou pire, plus de grammaire. Le programme, latin, latin et encore du latin. Un peu d'arithmétique, si tu avais de la chance. Malgré l'ambiance austère, ces écoles monastiques ont jeté les bases des futures universités européennes. Certes, ça sentait le parchemin moisi et le chou bouilli, mais elles ont préservé le savoir à travers les siècles de chaos. Sans elles, nous n'aurions peut-être pas Shakespeare, ni de longs essais expliquant pourquoi un arbre symbolise la sagesse divine. À une époque sans presse à imprimer ni Wikipédia, le savoir devait être recopié à la main. Voici les clercs médiévaux, mi-prêtres, mi-historiens, mi-machines à copie. Ces hommes patients, et souvent presbytes, passaient leur vie courbée sur des pupitres dans des scriptoriums, transcrivant les textes mot à mot avec minutie. Les taches d'encre étaient un insigne d'honneur, et bavurer une page pouvait te valoir une session de prière très sérieuse. Ils ne copiaient pas seulement des textes religieux, ils préservaient aussi la philosophie grecque, le droit romain, et même quelques vieux livres de recettes, parce que qui ne voudrait pas savoir comment préparer un rutabaga du XIIe siècle? À la plume en main et le dos toujours voûté, ils étaient les héros méconnus de l'alphabétisation. Certes, il manquait les emojis et les hyperliens, mais grâce à eux, le passé n'a pas été entièrement effacé par le Moyen-Âge obscur. Avant les pop stars et l'autotune, l'Europe médiévale avait sa propre sensation musicale,
le chant grégorien. Ces chants sacrés résonnaient dans les cathédrales de pierre, interprétés par des moines, aux voix plus douces que le beurre, ou du moins que le fromage médiéval. Il n'y avait aucun instrument, juste de pures harmonies vocales, soigneusement orchestrées en latin, chantées avec tant de solennité que même les oiseaux à l'extérieur se taisaient. Tout n'était pas céleste, cependant. Les répétitions impliquaient souvent des moines faux, des éternuements en plein prélude et des regards sévères du maître de chœur. Pourtant, ces chants servaient non seulement à la prière, mais aussi à unir les communautés et à transmettre rythme et ordre dans un monde chaotique. Et si vous pensez que les moines manquaient de style, détrompez-vous. Certains de leurs psautiers étaient magnifiquement illustrés, dignes de concurrencer les pochettes d'albums modernes. Avant Netflix et Shakespeare, il y avait le théâtre religieux. Dans l'Europe médiévale, les moines et les villageois montaient des pièces de moralité directement dans les cours d'église ou sur les places du village. Les intrigues, des récits intemporels de vertu, de péché et de punition divine, avec une pincée de bouffonnerie. Imagine un diable trébuchant sur sa queue ou un ange oubliant ses répliques en plein discours. Ces pièces, c'était dramatique, bien sûr, mais aussi follement populaire. Elles transformaient les histoires bibliques en superproductions accessibles, avec auréoles en carton et épées en bois. Le public, un mélange de paysans curieux, d'adolescents blasés et de marchands en pause déjeuner. Bien que l'objectif fût pieux, enseigner les valeurs chrétiennes, elles incluaient souvent des passages comiques pour garder l'audience éveillée et les pêcheurs incertains. Le théâtre religieux n'avait peut-être pas d'effets spéciaux, mais il avait mieux. Un moine jovial avec le trac et un mouton qui débarquait dans l'acte 2. La littérature médiévale, ce n'était pas que ténèbres et chants grégoriens. Voici les stars littéraires, Dante et Chaucer. Dante Alighieri, un Italien amateur de drame, a écrit La Divine Comédie, un voyage poétique à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis. En gros, un road trip médiéval avec flamme et soufre en bonus. Pendant ce temps, Geoffrey Chaucer, un fonctionnaire anglais avec un humour bien piquant, nous a offert Les Contes de Canterbury, où des pèlerins se racontent des histoires allant du sacré au carrément grivois. Ces auteurs ont apporté humour, critique et imagination au Moyen-Âge, prouvant que l'époque n'était pas faite que de peste et de fourche. Il y avait aussi de l'esprit. Même si écrire signifiait gratter le parchemin avec un couteau, leurs mots ont traversé les monastères, les tavernes et les salles de classe. Alors la prochaine fois que tu bloques sur un vieux poème, souviens-toi, même sans électricité, ces gars illuminèrent les esprits. Au Moyen-Âge, la science était un étrange cocktail de logique, d'observation et, disons, beaucoup de suppositions. Les savants débattaient pour savoir si les souris naissaient spontanément des bottes de foin ou si un éternuement pouvait invoquer des démons. Astronomie et alchimie partageaient le même labo, avec des moines barbus étudiant les étoiles à côté de fioles bouillonnantes de liquide vert douteux. Pour être honnête, certains penseurs ont fait de vrais progrès. Herboristerie, anatomie et même quelques théories sur la gravité. Mais ces éclairs de génie heurtaient souvent la superstition bien ancrée. Quelqu'un éternuait trop fort à la bibliothèque. Allez, prière et eau bénite. Malgré tout, la soif de savoir persistait. La science médiévale n'était pas parfaite, mais pour une époque où l'on pensait que la Terre était le salon VIP de l'univers, se demander pourquoi les étoiles brillent, c'était déjà un grand pas. Avant l'ère des presses à imprimer, chaque livre était un chef-d'œuvre, surtout parce qu'en fabriquer un prenait des mois, voire des années. Moines et copistes se penchaient sur leur bureau, le nez presque collé au parchemin, copiant soigneusement chaque lettre à la main. Un éternuement et toute la page pouvait être biffée. Un encrier renversé, une tragédie biblique. Certains ornaient même les marges de minuscules gribouillis, dragons, lapins ou gens combattant des escargots. Oui, vraiment. Ces manuscrits enluminés n'étaient pas que des livres, c'étaient des trésors. Les bibliothèques y étaient protégées comme des forteresses, et en posséder un, c'était comme avoir son propre vaisseau spatial aujourd'hui. Aussi rares et chers qu'ils l'étaient, ces tomes manuscrits ont préservé le savoir à travers les âges.
grâce à une petite armée de copistes aux yeux somnolents, mal au dos chronique et calligraphie irréprochable. Au XVe siècle, quelque chose de magique et légèrement mécanique s'est produit. Johannes Gutenberg a introduit la presse à imprimer. Soudain, les livres n'étaient plus confinés dans des monastères poussiéreux, ni réservés aux nobles pouvant se permettre de payer un scribe toute sa vie. Non, désormais même un marchand à moitié lettré ou un apprenti boulanger curieux pouvait posséder un livre, parfois même deux. L'invention de Gutenberg fut en gros l'équivalent médiéval d'un buzz. Les idées se sont propagées à toute vitesse, des débats théologiques aux histoires d'amour un peu osées. Les moines, autrefois seuls gardiens du savoir écrit, marmonnaient. De mon temps, on devait tracer chaque lettre à la main en montant une côte dans les deux sens. La presse à imprimer n'a pas seulement produit des livres en masse. Elle a démocratisé le savoir, agacé les traditionalistes et donné naissance à une toute nouvelle ère d'apprentissage, avec faute d'impression et coupure de papier en prime. Avant les TikTok du soir et les séries fantasy sur Netflix, les gens du Moyen-Âge avaient leur propre contenu à suspense. Légendes, contes populaires et sagas de héros épiques. Autour de l'âtre, les conteurs narraient des histoires folles de dragons, d'animaux parlants, de forêts maudites et de chevaliers courageux qui, soyons honnêtes, n'étaient pas de grands fans du savon. Ces récits n'étaient pas là juste pour s'amuser. Ils transmettaient des leçons de morale, expliquaient, plus ou moins, le monde et faisaient peur aux enfants pour qu'ils obéissent. La frontière entre histoire et fiction était souvent opportunément floue. Un chevalier a-t-il vraiment tué 10 trolls avec une cuillère? Tout dépend de qui vous le demandez. Mais dans un monde où savoir lire était rare et où l'ennui pouvait être dangereux, ces récits oraux étaient les réseaux sociaux de leur temps, viraux, exagérés et souvent un peu trop héroïques. Dans les villages médiévaux, la science passait souvent après les rêves. Un chat noir traverse la route, 7 ans de malheur. Rêver de dents qui tombent, quelqu'un va mourir. Un arc-en-ciel au-dessus de l'église. Les saints font clairement du marketing. Sans thérapeute TikTok ni application météo, les gens se tournaient vers la nature, les rêves étranges, ou même la démarche d'une poule pour prédire leur avenir. Les femmes sages ou interprètes de rêves étaient les influenceuses médiévales, murmurant des phrases énigmatiques comme « Le grain de beauté sur ton pied gauche signifie que ta récolte va pourrir ». Les superstitions n'étaient encore pas dues à l'ignorance, mais parce que, elles rendaient la vie un peu moins chaotique. Quand la peste, les famines et les bandits faisaient partie du quotidien, un bon présage, même une poule qui danse bizarrement, était une distraction bienvenue. À une époque où les impôts étaient élevés, la nourriture fade et le bain un peut-être mensuel, le festival de costumes médiéval était un vrai miracle. Le temps d'une journée glorieuse, les villageois abandonnaient leurs tuniques en laine qui grattent pour se déguiser en saints, démons, chevaliers ou même poules. C'était le chaos, mais un chaos joyeux. Le boulanger devenait évêque, le soulard du coin se prétendait noble, et personne ne le contredisait, car il portait des plumes. Et même le forgeron grincheux portait une auréole faite de fer à cheval. Les rires résonnaient dans les rues, des pièces absurdes étaient jouées, les blagues nulles étaient tolérées, et même le prêtre essayait de jongler avec des pommes, mal. Pendant un bref moment étincelant, tout le monde oubliait la peste, la boue et l'odeur du ragoût de chou. C'était l'évasion à son apogée, sans Internet, sans même, juste du plaisir pur et absurde. La peste noire n'a pas frappé. Elle a débarqué sans prévenir, mis le feu au monde médiéval et refusé de partir pendant des années. Des rats au regard sinistre, des puces s'invitant comme des passagers clandestins et des éternuements plus effrayants que les épées. Les villages se sont vidés, les rues se sont tues, et même les plus valeureux chevaliers en sont venus à croire aux colliers d'ail et aux douches d'eau bénite. La panique s'est répandue plus vite que la peste elle-même. Est-ce la colère de Dieu? Du fromage avarié? Se demandèrent les gens, pinçant des herbes sous leur nez. Les médecins portèrent des masques d'oiseaux terrifiants et agitaient des bâtons, persuadés que chasser l'air ferait effet. Spoiler, ça n'a pas marché. Mais au milieu de l'horreur,
il y eut aussi des moments étrangement drôles, comme ces paysans courant en armure pour échapper à la mort. La peste noire fut un cauchemar drapé dans une cape d'absurdité et de terreur, remodelant l'Europe à chaque souffle haletant et à chaque quinte de tout. Après la peste noire, l'Europe médiévale ressemblait à un jeu de société mal géré. Des villages entiers étaient vidés et, soudain, les paysans étaient très sollicités. Les propriétaires terriens, désespérés de main-d'œuvre, se mirent à offrir de vrais salaires, de la nourriture chaude et, comble du luxe, des jours de repos. Certains serfs osèrent même négocier, laissant les seigneurs bouche bée. Pendant ce temps, les villes tentaient de relancer leur économie, comme quelqu'un appuyant sur Ctrl Alt Super dans un marché couvert de paille. Les guildes couraient après les artisans survivants, tandis que les nobles maugréaient sur ces travailleurs paresseux avec trop d'attitude. Il y eut de l'inflation, des pénuries et une hausse notable du nombre de citadins arborant un air de « j'ai survécu à la peste ». Alors que les élites râlaient, le peuple prenait son premier goût du pouvoir économique. C'était désordonné, chaotique et assez amusant de voir ces seigneurs féodaux tenter de amadouer les paysans qui nettoyaient autrefois leurs écuries. Le changement était arrivé, non par l'épée ou le sermon, mais par un éternuement. Bienvenue dans un hôpital médiéval, un endroit où l'espoir attrape la grippe. Les médecins portèrent de longues robes et parfois d'effrayants masques en forme d'oiseaux, persuadés que les mauvaises odeurs transportaient à les maladies. Leur traitement, saignée, sangsue et de temps en temps un paix herbeux sous la couverture pour chasser les démons. Les lits étaient beaux partagés, les bandages réutilisés, et si tu ne guérissais pas, au moins tu mourais entouré de curiosité. Les moines géraient souvent ces lieux, alternant entre prières et application de pâtes mystérieuses sur des plaies ouvertes. Hygiène, facultative, diagnostic, essentiellement des suppositions. Le pot de sangsue était l'outil le plus fiable, suivi de près par un bâton pour piquer les trucs et voir si ça criait. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos médiéval, certains patients survivaient, soit par miracle, soit parce que les médecins n'avaient plus de sangsue. L'hôpital était un mélange chaotique de soins sincères, d'intentions pieuses et d'idées médicales totalement délirantes. Mais bon, au moins, ça sentait le romarin et la peur. Alors que la peste noire balayait l'Europe, beaucoup pensaient que la fin du monde était proche. Et honnêtement, entre l'odeur, les cris et les moines chantant 24h24, l'ambiance était un peu apocalyptique. Les gens se tournèrent vers la religion avec une ferveur nouvelle. Certains priaient, d'autres jeûnaient, d'autres encore se flagellaient en public, persuadés que cela attirerait la miséricorde divine. Ces groupes d'autoflagellation parcouraient les villes comme des processions sombres de repentir, se frappant et clamant le péché. Même ceux qui n'avaient jamais mis les pieds à l'église se souvenaient soudain de tous leurs péchés passés, y compris cette fois où ils avaient volé du fromage. Les marchands vendèrent des indulgences comme des bons de réduction médiévaux pour le paradis. Certains eurent des visions, d'autres entendirent des voix, et quelques-uns se barricadèrent en cave avec du vin en espérant le meilleur. Ce fut une époque de peur, de foi et, franchement, de nombreux bleus. La fin n'est jamais venue, mais beaucoup finiront par croire que le repentir pourrait aider, ou du moins leur changer les idées au milieu de tout ce chaos. Après la peste est venue une autre nuit noire, la famine. Les récoltes ont échoué partout en Europe à cause d'un délicieux cocktail de météo capricieuse, de sols épuisés et d'une pénurie désastreuse de cultivateurs. Merci la peste noire. Les rares paysans encore debout étaient trop faibles ou trop occupés à enterrer des cadavres pour cultiver. Dans les villages, on en est venu à bouillir de l'écorce, à mâcher du cuir ou même à se disputer du pain moisi. Les moines ont tenté d'organiser des distributions de nourriture, mais sans grand succès, sauf si on compte leurs sermons sur la punition divine, comme une nourriture spirituelle. Dans certaines villes, chats et rats disparaissaient mystérieusement, probablement dans un ragoût. Les nobles amassaient les grains tout en prétendant souffrir aussi, en sirotant du vin dans leur château. Les gens en vinrent à blâmer les étoiles, les sorcières, ou les voisins au grenier suspectement bien remplis. Ce qui avait débuté comme de mauvaises récoltes s'est transformé en crise sociale. Les vols ont explosé, les mendiants ont envahi les villes,
et les rumeurs ont circulé plus vite que le beurre sur une tartine chaude. S'il y en avait eu, la fin médiévale n'était pas seulement une affaire de ventre vide, c'était l'effondrement de la confiance, de la communauté et pour certains, du dîner. Bref, un chapitre plutôt croustillant de l'histoire européenne, surtout quand l'Écorce était au menu. Après la famine et la peste sont arrivés, les fourches et la rébellion. Lassés par les impôts élevés, le manque de nourriture et d'être traités comme du fumier ambulant, les paysans d'Europe se sont mis à se soulever. Ce n'était pas de simples foules grincheuses du quotidien. Non, ils étaient déterminés, sous-alimentés et très en colère. Avec des banderoles bricolées disant des choses comme « du pain ou la misère » et « arrêtez de nous piquer nos poulets ». Armés de houes, de râteaux et parfois d'une poêle, ils ont pris d'assaut les manoirs et les bureaux d'impôts, qui n'étaient souvent que des cabanes de chaume. Les nobles en furent horrifiés, en partie parce qu'on a vidé leur cave à vin, mais surtout parce que leurs domestiques menaient désormais les chants furieux. Bien que la plupart des révoltes aient été écrasées par l'épée et le sermon, le message était clair. Le système féodal était fissuré. Ces soulèvements paysans n'ont pas aboli la servitude du jour au lendemain. Mais ils ont poussé rois et seigneurs à redresser la tête et à revoir leur fête de la moisson. Il s'avère que les paysans en colère ne sont pas doués pour semer, mais excellents pour prendre d'assaut les châteaux. L'Europe médiévale a entendu son premier concert. Assez, c'est assez. Et il est venu avec une houe, un rugissement et probablement des chaussures très boueuses. Alors qu'on pensait que les choses ne pouvaient pas être plus embrouillées, bam! L'Église entre dans sa propre phase dramatique. Pendant un temps, il n'y eut pas un, ni deux, mais d'un trois, papes revendiquant légitimement le titre. Un à Rome, un à Avignon, et un troisième joker installé quelque part entre les deux. Chacun publiait des déclarations choc, excommunication, et bien sûr imposait des taxes pour financer leurs capes et chapeaux fastueux. Des chrétiens perplexes ne savaient plus qui suivre. Certains villages avaient même scindé leurs églises en deux, comme un champ de bataille médiéval. Ban, équipe Rome, à gauche, équipe Avignon, à droite. La situation devint si grotesque que l'on aurait dit l'émission de télé-réalité la plus lente et la plus sacrée du monde. Qui veut être le vrai pape? Finalement, le désordre fut si embarrassant que les responsables de l'Église furent obligés de tenir un concile, aka réunion de crise avec du bon vin, pour virer les trois et repartir de zéro. Mais durant des années, la foi en Europe ressembla à une partie de tir à la corde, au parfum d'encens, un chaos théologique qui faisait se gratter la tête aux paysans en se disant « Bon, on priera peut-être mieux à la maison ». Parmi tous les lendemains lugubres de la peste et de la famine, une image a particulièrement marqué les esprits. Des enfants abandonnés, aux yeux grands comme des soucoupes et aux questions encore plus grandes. Les parents avaient soit succombé à la maladie, soit fui dans la panique, ou dans certains cas tragiques, étaient partis en laissant un mot et un pain, murmurant « Sois sage, Timmy ». Les monastères s'étaient transformés en orphelinats de fortune, remplis de tout petits bruyants, demandant pourquoi les moines ne donnaient pas de biscuits. Certains enfants plus âgés faisaient les durs, formant de petites bandes avec des épées en bois et des noms dramatiques comme « l'aîné de la peste ». Les familles furent déchirées non seulement par la mort, mais aussi par les décisions de survie. Frères et sœurs séparés, parents accablés, lignées entières disparues du jour au lendemain. Dans le chaos, même les nobles n'étaient pas épargnés. De jeunes seigneurs se retrouvèrent soudain propriétaires de terres, de titres et sans aucune idée de la fiscalité. Ce fut une tragédie silencieuse tissée dans les rues pavées, l'écho des voix manquantes. Et pourtant, au cœur de la grisaille, ces enfants inventèrent des jeux avec des bâtons, de l'espoir avec des histoires, et une résilience née de pure obstination. Parce que même lorsque le monde s'effondrait, l'imagination d'un enfant était trop occupée à construire des châteaux de terre pour s'en apercevoir. Après que la peste, la famine et les rébellions eurent fait leur œuvre, l'Europe émergea lentement, comme un paysan groggy après un banquet épouvantable. Les ruines devinrent des chantiers, les enfants orphelins trouvèrent des familles d'accueil, et les nobles se mirent à faire semblant de se soucier de l'hygiène. Enfin, un peu.
Avec tant de monde disparu, le travail reprit de la valeur et les paysans osèrent demander « Et si on était payé ?» Certains villages instaurèrent un assainissement de base. D'autres se contentèrent d'arrêter de jeter leurs déchets par la fenêtre. Progrès. L'Église se réorganisa, les érudits retournèrent aux bibliothèques poussiéreuses et même les barons locaux étaient trop fatigués pour faire la guerre tous les mardis. Un nouvel ordre s'installa, pas parfait, pas paisible, mais définitivement moins pestilentiel. Les gens réapprirent à rire, les marchés rouvrirent, et les chansons sur la survie au grand éternuement firent d'un fureur. Ce n'était pas une utopie, mais pour une fois, la vie ne ressemblait plus à une répétition apocalyptique. Le Moyen-Âge avançait, boitant mais respirant, portant en lui des leçons chèrement acquises, et peut-être, juste peut-être, quelques pains de savon. Dans la société médiévale, être femme avait une certitude. Tout le monde avait une opinion sur ta vie, sauf toi. Les paysannes se levaient avec le soleil, travaillaient aux champs, cuisinaient, raccommodaient, élevaient les enfants et, d'une manière ou d'une autre, trouvaient encore le temps de papoter au puits. Leurs maris, souvent occupés à faire la sieste à l'ombre. Quant aux dames nobles, elles vivaient derrière d'épaisses murailles, brodant d'éternelles tapisseries, tout en manigançant pour ne pas épouser un cousin. Elles pouvaient exercer une influence, mais seulement si leur père, mari ou fils l'autorisaient ou ne faisaient pas attention. Les veuves, en revanche, pouvaient diriger des domaines ou des affaires, dangereux donc suspects. Certaines femmes devenaient sages-femmes, herboristes ou tenancières, bien que ces professions entraînaient parfois des soupçons de sorcellerie, suivant leur réussite. Dans chaque classe, les femmes jonglaient avec travail, famille et une tonne de règles écrites par des hommes en longues robes. Ce n'était pas facile d'être femme médiévale, à moins d'aimer filer, le silence et la sainteté. Le mariage dans l'Europe médiévale avait bien moins à voir avec l'amour qu'avec les terres, les alliances et le bétail. Pour les femmes, cela débutait souvent par une dot. Plus tu apportais de vaches, de draps et de chandeliers, plus ta valeur montait. Les pères négociaient ces unions comme des hommes d'affaires, concluant des contrats, parfois avant même que la future épouse sache marcher. Les cérémonies étaient somptueuses pour la noblesse et expéditives pour les paysans. Une poignée de main et un prêtre suffisaient. Une fois mariée, la femme devenait du jour au lendemain épouse, ménagère, infirmière, cuisinière et productrice d'héritiers. Dire non ne faisait pas partie du vocabulaire marital. L'obéissance était louée, se plaindre relevait d'une influence démoniaque, ou pire, d'être une personne difficile. Certaines s'arrangeaient pour contourner les règles, mais la plupart pliaient l'échine pour porter le fardeau. Quant à l'idée de romance, elle n'existait que dans les chansons des troubadours, et souvent, elle finissait en tragédie ou au couvent. Pour certaines femmes au Moyen-Âge, le mariage n'était pas la seule option. Il y avait toujours le couvent, un lieu de prière, de discipline et de paix relative, à condition d'aimer le silence, les couloirs froids et les réveils matinaux. La vie de moniale signifiait pas de mari, pas d'enfants hurlants et pas de négociation de dot. Mais cela impliquait aussi un ordre strict, des repas minimaux et un cycle sans fin de corvées et de chants. Certaines y entraient volontairement pour échapper au mariage ou se cultiver, d'autres étaient simplement données par des familles aux trop nombreuses filles. Pourtant, le couvent n'était pas que morosité. Les moniales copiaient des manuscrits, cultivaient des herbes médicinales et parfois exercèrent la médecine. C'était l'un des rares endroits où les femmes pouvaient lire, écrire et exercer une certaine autorité, toujours sous l'œil vigilant de l'Église. Pour les femmes d'esprit vif et sans patience pour les prétendants, le couvent pouvait être la forme la plus proche de liberté, à condition d'aimer le latin et la lessive. Pendant que les chevaliers faisèrent des tournois et que les moines copiaient des manuscrits, les femmes de l'Europe médiévale maintenaient l'économie à flot, discrètement bien sûr. Des paysannes récoltant le blé aux nobles dames, gérant des domaines entiers pendant que leurs maris étaient à la guerre, les femmes ne faisaient pas que travailler, elles dirigeaient les opérations. En ville, elles brassaient de la bière, filaient la laine, faisaient du pain et possédaient même des étals sur le marché.
Certaines veuves géraient des entreprises florissantes, prouvant que le pouvoir économique ne nécessitait pas forcément une barbe. Mais ce n'était pas simple. Les lois limitaient leurs droits et les corporations n'étaient pas très accueillantes. Malgré tout, ces femmes rusées trouvaient des astuces. Transmettre les affaires à leurs fils avec un clin d'œil ou se faufiler dans les ateliers comme aide. Derrière chaque ville médiévale animée se cachait un groupe de femmes courageuses, tabliers noués et joues noircies, veillant à ce que le pain lève et que les factures soient réglées, même si elles n'en recevaient que rarement le crédit. La grossesse et l'accouchement au Moyen-Âge? Disons que ce n'était pas vraiment un conte de fées. Pour de nombreuses femmes, donner naissance était un pari effrayant. Moitié miracle, moitié champ de bataille. Pas d'épidural, pas de salle stérile, et certainement pas de yoga prénatal. À la place, les sages-femmes, armées d'herbes, de prières murmurées et de décennies d'expérience sur le terrain, prenaient les choses en main. Tandis que les hommes faisaient les 100 pas à l'extérieur, ou faisaient semblant de ne pas entendre les cris. Les femmes se rassemblaient autour de la future mère avec de l'eau bouillie, des étoffes en lin et les doigts bien croisés. Certains accouchements se passaient bien, d'autres, moins. La superstition régnait. Amulettes, invocation des saints, voire sacrifice d'une poule, au cas où les complications survenaient. Après un accouchement réussi, le bébé était baptisé en vitesse, au cas où il ne survivait pas. Malgré tout, les femmes médiévales faisaient preuve d'une force extraordinaire. Car dans un monde où survivre à un accouchement faisait de toi une légende, chaque mère était en gros une super-héroïne en foulard. Oublie les dessins animés et les rendez-vous de jeu. Être enfant en Europe médiévale, ce n'était pas exactement insouciant. Dès que tu pouvais marcher sans te retrouver face contre terre dans une chèvre, on attendait de toi que tu aides. À 5 ans, tu nourrissais les poules, portais du bois, ou te faisais tirer les oreilles à l'église pour mal prononcer une prière en latin. Les enfants nobles n'étaient pas mieux lotis. Oui, ils avaient des précepteurs, mais ils devaient aussi apprendre des dizaines de règles et l'étiquette de l'épée avant même d'apprendre à écrire leur nom. Des jouets, avec un peu de chance, un cheval en bois sculpté ou une poupée en chiffon faite par grand-mère. Sinon, c'était lance des cailloux ou cours après ta propre ombre. Les maladies étaient partout et peu d'enfants dépassaient 10 ans. Survivre était un vrai titre honorifique. Pourtant, entre les corvées et les éternuements, les gamins médiévaux trouvaient le moyen de rire, d'apprendre et de devenir des adultes aguerris à 12 ans. Qui a besoin d'adolescence quand ton coucher est au coucher du soleil et ton travail bien réel? En Europe médiévale, l'éducation était un luxe, et pour le moins déroutant. Si tu étais fils d'un noble, félicitations. On te mettait dans une salle en pierre glacée à essayer de déchiffrer du latin pendant qu'un moine grognon te tapait sur les articulations avec un bâton dès que tu rêvassais. Pour la majorité des enfants paysans, éducation voulait dire apprendre à ne pas se couper un doigt avec la faux. Lire, écrire, c'était réservé au clergé, aux copistes et aux gamins ayant des parents très patients. Les vrais tickets d'or, c'était pas les apprentissages. À 10 ans, beaucoup étaient envoyés chez un forgeron, un boulanger ou un tisserand, où apprendre signifiait se brûler les mains ou mettre le feu à tout sans le vouloir. Mais au moins, ils avaient un repas. Que ce soit des lettres ou du cuir, chaque enfant devait grandir vite, et avec, espérons-le, tous ses 10 doigts. Au Moyen-Âge, les enfants n'avaient pas de smartphone, de tablette, ni même de vraies chaussures, mais ils avaient de l'imagination et beaucoup de terre. On s'amusait avec des combats d'épées en bois, qui finissaient parfois avec de vrais bleus, à faire rouler des cerceaux en bois ou à jouer à chat près de tas de fumier. Les enfants plus fortunés jouaient avec des poupées en bois sculptées ou à des jeux de société fabriqués en cailloux et craie. Bien sûr, personne ne parlait de développement récréatif. C'était courir jusqu'à ce que quelqu'un pleure, saigne ou les deux. Les jeux en groupe populaire incluaient « Attrape le cochon », exactement comme ça, et « Qui grimpe à l'arbre sans tomber ?» Survivre faisait partie de l'amusement. Les rires résonnaient dans les cours boueuses et les genoux écorchés étaient des badges d'honneur. En résumé, l'enfance médiévale était sale, chaotique et absolument pleine de joie, tant que tu ne te cassais pas une dent.
Dans l'Europe médiévale, enseigner la morale et la foi aux enfants n'était pas exactement une gentille discussion au coucher. C'était une routine quotidienne de sermons sévères, d'histoires effrayantes sur l'enfer, et la menace constante de damnation éternelle si on ne finissait pas ses corvées. À la maison, les parents disaient « Dieu te regarde » avec la même intensité qu'un « ne touche pas à ça » moderne. Dans les monastères et les églises, les enfants apprenaient à prier avant même de savoir lasser leurs chaussures, et la notion de péché arrivait avant l'alphabet. On encourageait la confession, surtout si on avait volé une cuisse de poulet ou accusé le chien d'avoir renversé la bougie. Les fêtes religieuses mêlaient joie et leçons de morale. En somme, grandir signifiait une bonne dose de culpabilité, d'émerveillement et le soupçon constant que les anges vous jugeaient. Mais bon, ça forgeait le caractère, non? Dans l'Europe médiévale, l'Église avait une idée bien précise des femmes. Elles étaient soit saintes, soit pécheresses. Le plus souvent, pécheresses. Depuis la petite histoire de la pomme d'Ève jusqu'à chaque mauvaise journée capillaire depuis lors, les femmes étaient tenues responsables de la chute morale de l'humanité. Une femme montrant sa cheville, scandaleux. Une femme lisant, suspect. Une femme riant en public, clairement une sorcière. Les prêtres prêchaient aux hommes à se protéger des tentations féminines qui apparemment incluaient le sourire, voire le simple fait d'exister. Les confessionnaux entendaient des récits de femmes qui osaient penser par elles-mêmes, ou pire, oublier de cuire le pain le dimanche. Ironie du sort. On attendait d'elles qu'elles soient des modèles de piété, alors qu'on les considérait comme faibles et vulnérables. Une situation perdue d'avance, enveloppée d'une robe et nouée de culpabilité. Pourtant, beaucoup ont trouvé des moyens de naviguer dans ce labyrinthe de jugement. Certaines ont même utilisé le système pour gagner en pouvoir spirituel dans les couvents. Double standard médiéval servi quotidiennement avec de l'encens. Alors que le Moyen-Âge trébuchait vers son acte final, un phénomène curieux est survenu. Certaines personnes ont commencé à s'enrichir sans posséder de terre ni porter d'armure. Voici venir l'essor de la classe moyenne médiévale. Ce n'étaient ni chevaliers ni nobles, mais des marchands, banquiers et artisans compétents qui ont compris que l'or était aussi puissant qu'une épée et bien plus scintillant. Dans les villes d'Europe, des commerçants avec un bon sens des maths se mirent à construire des demeures, des tailleurs s'habillaient plus élégamment que les seigneurs qu'ils servaient, et l'expression « self-made man » esquissa timidement son premier brouillon. Les seigneurs féodaux raillaient ces roturiers chassant l'argent, jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'un prêt de leur part. Soudain, votre boulanger ne se contentait pas de vendre du pain, il finançait des cathédrales. Les dynamiques de pouvoir commencèrent à évoluer. Le tintement des pièces d'or éclipsait peu à peu le fracas des épées. Une nouvelle expérience sociale était en marche, une pièce à la fois. Après des siècles de sermons poussiéreux et de peur du feu de l'enfer, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont recommencé à lire de vieux livres. Mais pas n'importe lesquels, grecs et romains. Soudain, les penseurs d'Europe sont devenus obsédés par la toge, les colonnes et les poses dramatiques. Des philosophes anciens comme Platon et Cicéron ont été extirpés des étagères couvertes de toiles d'araignées et traités comme des rockstars. Des moines qui copiaient autrefois les Écritures se faufilaient maintenant avec des citations d'Aristote. Des artistes contemplaient des statues délabrées en disant « On devrait vraiment redonner aux humains cet air héroïque ». C'était comme si le Moyen-Âge se réveillait d'une sieste de 1000 ans en criant « Attendez, on était cool avant ». Cette redécouverte n'est pas arrivée avec des feux d'artifice, mais avec des manuscrits, des débats et des érudits aux yeux écarquillés, redécouvrant l'ancienne recette de la sagesse, et parfois du vin. C'est ainsi qu'a commencé une résurrection culturelle, non pas de zombies, mais de dieux de marbre et de calembours en latin. Avec la redécouverte des idées antiques, les artistes de la Renaissance ont regardé des murs vierges et se sont dit « Il est temps de peindre quelque chose d'épique ». Mais oubliez les bons hommes bâtons. Eux, ils sont passés à la vitesse supérieure. Éclairage dramatique, robe fluide, expression chargée d'émotion, et une flopée d'auréoles, autant de halos. Des peintres comme Giotto ont commencé à ajouter de la profondeur, rendant les seins moins plats et plus humains. De leur côté, les sculpteurs, inspirés par les statues antiques, ont décidé que le marbre faisait son grand retour. Bientôt, des artistes au ciseau créaient des muscles si réalistes
que les passants rougissaient rien qu'en les voyant. Les ateliers se sont transformés en véritables usines à talent, produisant des retables, des portraits et un angelot un peu trop dramatique. Et pendant que les mécènes posaient fièrement avec leurs œuvres, les artistes murmuraient « Enfin, on me paye pour peindre autre chose que des grappes de raisin ». C'est ainsi qu'a commencé un âge d'or de coups de pinceau et de poussière de pierre, où la beauté, l'émotion humaine et un soupçon de vanité dominaient. Pendant la Renaissance, quelque chose de radical s'est produit. Les gens ont commencé à poser des questions qui ne pouvaient pas être répondues par un simple « parce que Dieu l'a dit ». Des esprits curieux, armés de télescopes, de carnets de croquis et de beaucoup trop de temps libre, se sont mis à sonder les secrets de la nature. L'astronomie, l'anatomie et la physique ont émergé du brouillard doctrinal, clignant des yeux sous le soleil de la logique. Des érudits audacieux comme Copernic ont osé suggérer que la Terre ne serait peut-être pas le centre de l'univers. Scandale. Pendant ce temps, les médecins ont commencé à dessiner des corps qui ressemblaient, étrangement, à de vrais humains, plutôt qu'à des pommes de terre bosselées. Bien sûr, cette nouvelle curiosité scientifique a mis certains dirigeants religieux très mal à l'aise. Quelle est la prochaine étape? Remettre en question le nombre d'anges qui peuvent danser sur une tête d'épingle, murmurait-il. Mais c'était trop tard. Les rouages de la découverte étaient en marche et aucun encens ne pouvait les ralentir. Le mouvement humaniste est arrivé comme une bouffée d'air frais dans les couloirs poussiéreux de la pensée médiévale. On ne parlait plus seulement de péché, de salut et de vitraux majestueux. Soudain, l'homme comptait vraiment. Écrivains et érudits se mirent à exhumer des textes grecs et romains, comme s'ils étaient d'anciens guides de développement personnel. L'homme est la mesure de toute chose, déclarait-il, tandis que les sculpteurs redonnaient des muscles aux statues. Les philosophes pondirent de longs traités sur la dignité, la raison et le fait de penser par soi-même. Tant qu'on continue à aller à la messe le dimanche, of course. Les peintures commencèrent à représenter de vrais gens dans des situations réelles. Fini les saints planants. C'était le renouveau qui murmurait au monde. Et peut-être que les humains ne sont pas que des pécheurs misérables. Peut-être qu'ils sont aussi impressionnants. Et voilà, l'estime de soi de l'Europe a eu son petit lifting. Bien que la Renaissance n'ait pas été menée par des super-héros en collant, elle a vraiment eu sa propre ligue de messieurs extraordinaires. Pétrarque, par exemple, était un peu le premier influenceur bouquineur. Il collectionnait les manuscrits anciens, écrivait des poèmes d'amour à une femme imaginaire et déclarait « Il faudrait vraiment lire plus Cicéron ». Puis est venu Boccace, qui nous a offert le Décaméron, une collection épicée de récits qu'on pourrait décrire comme le Netflix médiéval, mais version littérature. Ces penseurs ne restaient pas assis à lire des parchemins. Ils remettaient en question l'autorité, admiraient un peu trop les sandales romaines et écrivaient avec tant de passion que les historiens futurs en rougissaient. Grâce à eux, le monde est passé doucement de la récitation des prières à la réflexion sur des idées telles que la raison, la dignité et peut-être l'hygiène. La Renaissance était en marche, non pas avec des feux d'artifice, mais avec un coup de plume et un murmure. « Tu as lu ce vieux grec, toi ?» À la Renaissance, l'éducation a eu un vrai relooking. Fini la mémorisation des saints obscurs ou les débats sur le nombre d'anges pouvant tenir sur une pointe d'épingle. À la place, on encourageait soudainement les élèves à penser. Radical, non? Les écoles ont commencé à mettre l'accent sur la grammaire, la rhétorique et la logique. En gros, le pacte de démarrage romain antique du savoir-faire intellectuel. Les familles de marchands fortunés envoyaient leurs fils, et parfois leurs filles, si papa se sentait particulièrement progressiste, chez des tuteurs humanistes qui citaient Cicéron plus souvent qu'ils respiraient. Le but? Créer des individus équilibrés et rationnels, pas seulement des croyants pieux. Bien sûr, certains glissaient quand même un peu de théologie au cas où l'Église surveillerait. Pendant ce temps, les apprentis en atelier recevaient leur propre forme d'éducation. Apprendre à mélanger les pigments, mesurer le marbre ou éviter d'enflammer l'atelier. Qu'il s'agisse d'Aristote ou d'anatomie, de verbes latins ou de sculpture, l'éducation à la Renaissance visait à élargir l'esprit et peut-être décrocher un boulot mieux payé que assistant d'enlèvement de peste. Derrière chaque chef-d'œuvre de la Renaissance, il y avait
Un banquier? Eh oui. Tandis que les artistes peignaient des plafonds et sculptaient des dieux, quelqu'un devait bien payer la facture. Et c'était souvent un riche marchand ou banquier. Florence, la ville incontournable de la Renaissance, était pratiquement sponsorisée par la famille Médicis, dont la banque était assez grosse pour rendre jaloux un dragon. L'art devint un investissement, un signe extérieur de richesse et un moyen d'acheter sa place au paradis. Vous voulez une place au ciel? Commandez une Madone. Besoin d'éclipser vos concurrents? Construisez un dôme. Même les contrats incluaient des échéances, des acomptes et, sacrilège, des clauses de pénalité. Ce mariage improbable entre argent et art signifiait que les artistes ne mouraient plus de faim, mais devaient composer avec des clients pointilleux qui pensaient tout savoir sur l'anatomie et l'éclairage. En bref, l'argent parlait, et il disait « Peins-moi comme une divinité, mais avec plus d'or et un intérêt de 12%. » Dans le coin paisible d'un atelier renaissant animé, une étrange machine cliquetait sans cesse, l'imprimerie. Grâce au génie de Gutenberg et à beaucoup de raisins écrasés, enfin d'encre, le savoir n'avait plus besoin d'être copié à la main dans les monastères à la lueur des bougies pendant que les moines râlaient. Soudain, les livres sont passés de luxueux objets gardés par les nobles à des possessions étonnamment abordables. Même pour un boulanger, après quelques économies, bien sûr. Pamphlets, almanachs, voire tracts politiques enflammés purent voyager au-delà des frontières plus vite qu'une religieuse bavarde. Bien sûr, tout le monde n'était pas ravi. Les copistes se sont retrouvés sans emploi et les autorités de l'Église se sont retrouvées face à des paysans citant Aristote à la taverne. Mais le déluge d'encre était imparable. Les idées se propageaient comme un feu de forêt, parfois littéralement. Bienvenue dans l'ère de la communication de masse, où tout juste imprimé était à la fois un miracle et un léger risque d'incendie. Au début, la Renaissance ressemblait à un dîner exclusif en Italie. Art, philosophie et vin coulaient librement entre l'élite de Florence, Venise et Rome. Mais bientôt, les idées commencèrent à s'échapper comme des ados rebelles. Au-delà des Alpes, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et même l'Angleterre attrapèrent le virus de la Renaissance. Chaque région y ajouta sa touche. Les Allemands devinrent philosophiques, les Néerlandais peignirent chaque détail, et les Anglais nous offrirent Shakespeare. Avec les imprimeries se multipliant comme des lapins, les idées voyageaient plus vite qu'un troubadour plein de ragots. Les universités dépoussiérèrent leurs programmes, les artistes adoptèrent plus de perspectives, au sens propre et figuré, et les nobles locaux se prirent soudain pour des mécènes de la culture, même s'ils ne distinguaient pas une fresque d'un œuf au plat. La Renaissance était désormais internationale, et même si les Italiens avaient lancé la fête, le reste de l'Europe n'est pas venu les mains vides. Même si le Moyen-Âge est souvent qualifié de sombre, son héritage architectural ne l'est certainement pas. Des châteaux avec douves, tours et escaliers étrangement étroits parsèment encore la campagne européenne comme des dragons de pierre gardant le passé. Ces demeures médiévales combinaient défense et courant d'air, parfaits pour les nobles mélancoliques et les touristes désorientés. Et que dire des cathédrales gothiques, les gratte-ciel du XIIe siècle, avec leurs arcs-boutants et leurs vitraux qui faisaient se sentir tout petit, même un roi. N'oublions pas les villages, où les rues pavées, les maisons à colombages et les potins locaux ont à peine changé depuis 1350. Aujourd'hui, on admire ces constructions, on prend des milliers de photos et on les poste avec des légendes du style ambiance médiévale. Même si la plomberie et le chauffage n'étaient pas leurs points forts, le charme, le mystère et l'endurance de l'architecture médiévale continuent de nous inspirer, de nous rappeler et parfois de nous terrifier, surtout lorsqu'on y passe la nuit. Le droit féodal peut sembler poussiéreux et dépassé, mais tu serais surpris de voir à quel point nos systèmes juridiques modernes portent encore ces empreintes. Au Moyen-Âge, les lois n'étaient pas seulement écrites, elles étaient proclamées à haute voix sur la place du village par un gars avec un chapeau rigolo. La justice prenait plusieurs formes, duels judiciaires, serments sur des reliques, et bien sûr, beaucoup de cris. Mais de ce chaos glorieux sont nées les bases de nombreuses choses que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Droit de propriété, contrat, hiérarchie judiciaire, et l'idée que la loi s'applique à tous, sauf
peut-être au cousin du roi. De nos jours, les procès n'impliquent donc plus de combats à l'épée, dommage. Mais on conserve cette obsession pour les documents, les procédures et les débats polis devant une personne en robe. Alors, la prochaine fois que tu es convoqué au tribunal ou que tu dois lire un contrat de 50 pages, pense à remercier tes ancêtres médiévaux. Et peut-être murmure un petit « merci pour l'efficacité féodale ». Croyez-le ou non, cette mosaïque de minuscules principautés médiévales querelleuses a fini par donner naissance aux États-nations modernes que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, l'Europe ressemblait à quelqu'un qui aurait renversé un sac de bonbons colorés sur une carte. Chacune gouvernée par un duc, un baron ou un comte ambitieux coiffé d'un joli chapeau. Ces mini-royaumes se disputaient sans cesse les frontières, la propriété des moutons et le plus beau blason. Mais au fil des siècles, grâce à des alliances matrimoniales, des guerres, beaucoup de guerres, et quelques poignards derrière le dos, ils ont commencé à fusionner. Ce qui a émergé, ce sont les fondations de pays comme la France, l'Angleterre et l'Espagne. Alors oui, ton pays fut peut-être autrefois un tas de châteaux, de vaches et de confusion. Mais regarde-le aujourd'hui, adulte, avec passeport et hymnes nationaux. Au fond, nous devons tous un petit merci aux cartographes médiévaux et à leurs seigneurs féodaux ultra-ambitieux. Bien avant que ton prof de grammaire ne corrige tes emails, les gens du Moyen-Âge étaient déjà en train d'inventer, sans le savoir, les racines des langues modernes. À l'époque, chacun parlait sa propre version de charabia local. Des villageois vivant à 2 collines d'écart ne se comprenaient presque pas, ce qui menait à de nombreux quiproquos hilarants au marché. Avec le temps, comme les gens voyageaient plus, souvent pour la guerre, un pèlerinage ou juste pour un meilleur fromage, les dialectes ont commencé à se mélanger et à se stabiliser. Le latin, le préféré des érudits, s'est doucement fusionné avec les langues locales, donnant naissance aux premières formes de français, d'italien, d'espagnol, d'anglais et bien d'autres. Alors oui, la prochaine fois que ton correcteur automatique change l'heure en la, blâme les moines qui ont voulu tout rendre plus latin. La langue, comme la mode, est née du chaos, sauf qu'on ne peut pas porter une conjugaison sur un podium. Malgré toutes les guerres, réformes et drames de la Renaissance, une institution médiévale a réussi à survivre à des rois, des empires et même à des coupes de cheveux douteuses, l'Église catholique. Au Moyen-Âge, l'Église n'était pas seulement un lieu pour les confessions dominicales. Elle était le véritable centre du pouvoir, un média et la police morale, tout en un. Les papes pouvaient te couronner ou destituer des empereurs, et les monastères comptaient plus de scribes qu'une maison d'édition moderne. Aujourd'hui, l'Église est toujours debout, un peu moins impliquée dans le choix des monarques, mais bien active sur Twitter en matière de pardon. Les cathédrales restent des joyaux architecturaux, et les prières en latin traversent encore les siècles. Que vous soyez croyant ou non, le fait qu'une institution médiévale ait survécu au féodalisme, aux épidémies et aux perruques poudrées relève presque du miracle. Quand tu penses aux chevaliers, tu imagines peut-être des combats à l'épée, de la chevalerie et peut-être un mouvement dramatique de cheveux sous le casque. Mais derrière l'armure brillante et les joutes épiques se cachait un code d'honneur strict et un sens surprenant du service communautaire. Les chevaliers médiévaux n'étaient pas seulement des tanks musclés à cheval, on attendait d'eux qu'ils protègent les faibles, défendent la justice et parfois participent à des œuvres caritatives. Bien sûr, tous ne suivaient pas cet idéal noble, certains préféraient piller que bondir, mais la version romantique a perduré. Aujourd'hui, des échos de ce code médiéval subsistent dans nos idées modernes de devoir, de volontariat et de service civique. Alors la prochaine fois que tu verras quelqu'un tenir la porte pour 20 personnes d'affilée, sache qu'un petit chevalier vit en eux, murmurant « Pour l'honneur ». L'art médiéval fait un retour surprenant, pas dans des musées poussiéreux, mais dans la culture pop. Pense dragons, chevaliers, tapisseries et manuscrits enluminés, tous ressuscités dans des dessins animés modernes, des jeux de société et des clips musicaux. Que ce soit un groupe de métal avec des polices gothiques ou un jeu vidéo fantasy avec des moines encapuchonnés chantant de façon menaçante, l'esthétique médiévale est bien vivante. L'ironie ?
Une grande partie de cet art a été façonné minutieusement par des moines dans le silence. Et maintenant, c'est accompagné de solos de guitare et de mèmes. Et d'une manière ou d'une autre, ça fonctionne. Le mystère, le symbolisme et le drame de l'art médiéval continuent d'inspirer, même quand ils se retrouvent sur un t-shirt ou transformés en carte à collectionner. Au final, rien ne dit « cool » comme une épée enflammée et un saint auréolé dans une bataille éternelle sur ton fond d'écran d'ordi. Le Moyen-Âge a fait un retour épique, pas seulement dans les manuels, mais aussi sur ton écran. L'imagerie médiévale est omniprésente. Des blockbusters hollywoodiens avec des chevaliers taciturnes et des dames en armure, aux jeux vidéo où tu tues des dragons ou gères ton propre village ravagé par la peste. Les développeurs de jeux et les cinéastes semblent avoir une passion particulière pour la boue, les côtes de mailles et les duels à l'épée sous la pluie. Bien sûr, tout n'est pas historiquement fidèle. Certains paysans dans les jeux ont de plus belles dents que les influenceurs modernes. Mais qui s'en plaint quand l'action est aussi bonne? Le Moyen-Âge est devenu le décor ultime pour des histoires de bravoure, de trahison et de temps en temps, d'un évêque non mort. Que tu sois en mode binge-watching ou en mode button mashing, tu vis le rêve médiéval, sans les puces. Si tu vivais au Moyen-Âge et que quelqu'un éternuait, tu aurais probablement blâmé les sorcières, les démons ou l'alignement des étoiles. La science, c'était de la sorcellerie louche. On croyait que trop se laver était dangereux, que les chats noirs étaient le mal incarné, et que les saignées guérissaient tout, des maux de tête aux peines de cœur. Heureusement, avec le temps, la raison est arrivée sur la pointe des pieds, comme un moine timide. Des penseurs ont commencé à poser des questions gênantes du genre « Et si la maladie n'était pas causée par le péché ?» ou « Devrait-on arrêter de percer des trous dans les crânes ?» Lentement mais sûrement, la logique a remplacé les sangsues. Aujourd'hui, on se moque des superstitions médiévales, tout en continuant de toucher du bois et de lire notre horoscope. La grande leçon ? Même les temps les plus sombres peuvent mener à l'illumination après suffisamment d'essais, souvent fatals. Mettons les choses au clair. Le Moyen-Âge, ce n'était pas juste un long hiver boueux et lugubre, rempli de peste et de gens criant « hérétique » toutes les 5 minutes. Bien sûr, il y a eu des drames, croisades, inquisitions, chevaliers oubliant leur armure aux toilettes, mais ils ont aussi construit des cathédrales qui laissent encore perplexes les ingénieurs modernes, conservé des textes anciens et inventé les universités, oui, celles qui facturent aujourd'hui des frais de scolarité dignes d'une rançon royale. Même les soi-disant âges sombres avaient des étincelles de lumière. Ce n'était pas que des foules brandissant des torches et des traitements à base de sangsues. Alors, la prochaine fois que quelqu'un lâche un « pfff, c'est tellement médiéval », rappelez-lui que sans le Moyen-Âge, on n'aurait pas de lunettes, d'horloge, ni le mot « morve ». Bon, peut-être pas le dernier, mais quand même, ce n'était pas si sombre que ça. Si tu plisses un peu les yeux, ou que tu lis quelques bouquins, tu verras que la société moderne n'est vraiment qu'une version revisitée du Moyen-Âge. Bureaucratie, ils avaient des empapillonneurs de parchemins et des collecteurs d'impôts qui font passer notre paperasse d'aujourd'hui pour un pique-nique. Hiérarchie sociale? Ne prétendons pas que nos titres de poste et profils LinkedIn ne sont pas les nouveaux blasons. Indignation publique? Les médiévaux lançaient des tomates pourries. Maintenant, on tweet indigné depuis son canapé. Même les potins de la place du village ont muté en section de commentaires et en même viraux. En bref, les structures, habitudes et bizarreries d'aujourd'hui tirent souvent leurs origines du Moyen-Âge. C'est comme si le Moyen-Âge n'était jamais parti. Il a juste mis un costume neuf et installé le Wi-Fi. Le Moyen-Âge n'avait peut-être ni Wi-Fi, ni latte à l'avoine, mais il regorgeait de quelque chose qui nous manque souvent, des valeurs durables. Des traditions comme honorer la famille, tenir ses promesses, même faites sous la menace d'une épée, et respecter les anciens n'étaient pas de simples rituels vides. Elles étaient le ciment de la société. Aujourd'hui, certains se moquent de ces idées démodées, mais la prochaine fois que vous serez coincé dans un embouteillage, parce qu'un automobiliste a refusé de céder le passage, vous regretterez peut-être qu'un code chevaleresque n'existe plus. Même dans un monde qui va à toute vitesse, les gens trouvent toujours du réconfort dans les festivals annuels, les repas du dimanche, et oui, les appels à mamie.
Ce ne sont pas juste des habitudes, ce sont des valeurs médiévales qui ont résisté au temps, nous rappelant doucement que tout ce qui est ancien n'est pas dépassé. Que peuvent apprendre les gens modernes des médiévaux? Pour commencer, la résilience. Ces gens pensaient qu'un bain mensuel était un luxe, mangèrent de la bouillie tous les jours sans se plaindre et survivaient à l'hiver avec une cheminée, une cape et une quantité déraisonnable de foie. Aujourd'hui, un simple signal Wi-Fi faible peut provoquer une crise, mais les paysans médiévaux affrontaient des pestes, des famines et des guerres avec une ténacité incroyable. Il y a quelque chose d'admirable et légèrement effrayant dans cette force mentale. Alors la prochaine fois que ta commande de nourriture est en retard, rappelle-toi que tes ancêtres marchaient probablement pieds nus dans la boue, sous la pluie, en montée, dans les deux sens. Relier le passé et le futur n'est pas réservé aux romans de fantasy avec des sorciers et des portails magiques. L'héritage culturel du Moyen-Âge est bien réel et toujours vivant. Des fêtes locales qui suivent encore des traditions médiévales aux toges universitaires, dignes d'un tailleur du XIIIe siècle. Nous marchons chaque jour dans les échos du passé. Même l'architecture moderne emprunte parfois aux arches gothiques quand elle veut faire son intéressante. Musées, musique, blasons familiaux, cathédrales anciennes. Tout cela nous relie à des ancêtres qui n'avaient pas de smartphone, mais qui maîtrisaient parfaitement l'art du récit, de l'honneur et de la cape bien portée. Le fil est ancien, mais il ne s'est pas cassé. Il s'est juste transformé en sweat à capuche. Et ainsi nous disons au revoir au Moyen-Âge, non pas avec un éclair dramatique, ni un chevalier chevauchant vers le coucher du soleil, mais avec un sourire chaleureux et un hochement de tête respectueux. C'était une époque de contradictions, ténèbres et lumière, superstition et science, huttes boueuses et cathédrales majestueuses. Une époque où un paysan pouvait posséder 2 poules et un rêve, et un roi perdre son trône à cause d'une mauvaise coupe de cheveux, ou d'une croisade mal planifiée. Bien que nous rions souvent de leurs bizarreries, nous leur devons beaucoup pour leur persévérance. Notre voyage à travers l'Europe médiévale s'achève ici, mais ses échos demeurent, dans la pierre, dans les récits, et dans les agents de sécurité de musées qui ressemblent un peu trop à des chevaliers. Le passé n'est pas parti. Il attend simplement qu'un esprit curieux le redécouvre. Peut-être en scrollant sur cette vidéo à 2 heures du matin.